Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau jeudi du programme. Aujourd'hui, on va parler de la forêt. Alors vous le savez, les jeudis, c'est tous les jeudis soirs en direct. Malheureusement, celui-ci, on a dû l'enregistrer un petit peu en avance, donc il ne peut pas y avoir de questions des internautes cette fois-ci, mais sinon, vous avez l'habitude, c'est chaque jeudi soir, on prend thème après thème, sujet après sujet, tout ce qu'on doit examiner pour mettre à jour notre programme, l'avenir en commun. Vous le savez, c'est fait en lien avec la publication de revues. Je vous montre le deuxième numéro qui est dans les librairies en ce moment sur la planification écologique. Et d'ailleurs, le premier sur la démocratie est toujours aussi en librairie. Et donc, on fait une série d'émissions sur tous les thèmes qu'on doit traiter pour examiner ces questions et remettre à jour nos propositions, les enrichir avec des invités qu'on va vous présenter juste après, avec Marianne Guillemin qui co-anime cette de réactualisation de l'avenir en commun, puisque un nouveau projet présidentiel pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon sera présenté à l'automne sur la base de toutes ces discussions qu'on a et qui sont à chaque fois très riches. Aujourd'hui, donc, on parle de la forêt. Ça pose plein de questions qu'on va examiner en détail, puisque évidemment, devant nous, on a, et c'est déjà en cours, mais on a le changement climatique qui a énormément de conséquences sur la gestion forestière et sur la forêt française. On va parler de l'ONF, qui sont les personnes qui, au premier chef, s'occupent des forêts françaises, alors même que les budgets sont toujours plus menacés et les personnels toujours plus en difficulté pour effectuer cette mission. Et puis, on va parler aussi d'actualité, puisque en ce moment même, à l'Assemblée nationale, est examiné le projet de loi climat et résilience. Et Mathilde Panot va nous en dire un mot d'ailleurs, puisque aucune mention de la forêt dans ce projet de loi. Donc, on va aborder tous ces sujets aujourd'hui et on passe tout de suite à la présentation des invités. Alors, nous avons déjà parmi nous Cyril Gillet, qui est agent à l'Office national des forêts dans la Nièvre, dans la forêt des Bertranges. Il est secrétaire régional et secrétaire pour la Nièvre du syndicat le SNUPFEN. Ce syndicat dénonce depuis de très nombreuses années la baisse des effectifs de l'ONF, le recours à des salariés de droit privé. Il faut savoir qu'en 30 ans, l'ONF a perdu plus de 30% de ses effectifs. Ça représente 6000 gardes forestiers, entre autres. Et cette diminution des effectifs a pour conséquence le fait que la surveillance et la gestion des forêts durables est beaucoup plus difficile à accomplir. Le syndicat dénonce également le mode de gestion des forêts qui a viré vers une industrialisation effrénée. Les arbres sont vendus de plus en plus jeunes, on développe les monocultures. Le réchauffement climatique met en grave danger nos forêts. L'industrialisation des forêts les rend encore plus vulnérables au changement climatique. Donc Cyril nous expliquera en quoi consiste sa mission et nous expliquera quel est le rôle que l'ONF peut jouer dans la sauvegarde et la préservation des forêts. Et merci beaucoup d'être avec nous. Merci. À distance, puisqu'il n'a pas pu venir à cause d'une urgence en forêt, justement, il y a Gaëtan Dubus, qui est ingénieur forestier, membre fondateur du réseau pour les alternatives forestières, RAF. Il est gestionnaire forestier indépendant et il a créé une entreprise qui s'appelle Arbres et Bois Conseil en 2006, après un doctorat sur ces questions-là. Et il a également fait une formation de technicien forestier supérieur. Il a co-rédigé une étude qui justement s'intéresse aux stratégies d'atténuation par rapport au changement climatique avec les forêts. Et on vous montrera donc une vidéo qu'il a pu enregistrer pour nous. Et puis, on ne présente plus Mathilde Panot, mais je vais la présenter quand même. Elle est donc députée de la 10e circonscription du Val-de-Marne depuis 2017. Elle est membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et vice-présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et plus précisément pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, elle préside une commission d'enquête citoyenne et parlementaire. Tu nous expliqueras ce que cette commission a d'original. Donc cette commission s'appelle Forêt Bien Commun et entend lutter contre la malforestation et promouvoir une gestion alternative des forêts dans le débat public. Cette commission a notamment travaillé sur un projet de loi qui a été déposé en septembre 2020 pour encadrer les coupes rases, voire les interdire au-delà de 2 hectares. Merci d'être avec nous. Merci Marianne. Et puis à distance également, Gaëlle, que je te laisse présenter, Marianne. Oui, alors Gaël Drouillard,
il est forestier et donc il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui puisque précisément il travaille en forêt, il travaille dans le Puy-de-Dôme, il est gestionnaire forestier indépendant et il va nous expliquer en quoi consiste son métier et puis apporter une vision sur peut-être les 75% de la forêt française qui sont privées, donc il travaille plus précisément dans des forêts de résineux. Qui sont assez caractéristiques du Puy-de-Dôme dans lequel il vit. Voilà. Et puis Marianne, donc, qui co-anime cette émission avec moi, qui est animatrice du livret thématique Forêt de la France Insoumise et donc qui coordonne le groupe de travail sur ces questions. Tu es membre de l'association Adré-Morvan qui appartient au réseau SOS Forêt France. Et puis en 2013 notamment, enfin, tu as fait plein de choses, mais notamment tu as participé à la ZAD du bois de Troncet dans le Morvan, si mes informations sont exactes, pour faire barrage à un projet d'incinérateur à l'époque dans cet endroit-là. Et oui, comme quoi la mobilisation citoyenne peut porter ses fruits puisque cette usine ne s'est jamais construite et que la ZAD a gagné. Voilà, donc il faut lutter. Après ces présentations, on passe tout de suite à un petit propos introductif de chacun de nos invités qui vont nous expliquer voilà, leur combat à différents postes de combat, justement, mais qui vont nous expliquer quelle est leur vision pour la forêt française. Peut-être qu'on peut commencer par vous, Cyril Gillet. Donc je vous laisse tout de suite la parole. Eh bien, moi, je suis forestier dans la Nièvre, ce qu'on appelait précédemment garde forestier, depuis 1996. Et je suis toujours au même endroit. Je n'ai pas bougé, j'ai fait comme les arbres, j'ai pris un peu racine. J'ai très vite été syndiqué et j'ai maintenant, et c'est à ce titre que je suis là, je suis représentant syndical pour les personnels de l'ONF au sein du SNUFEN. Depuis 1996, la situation, on a vu qu'elle était de pire en pire, avec des suppressions de postes. La tempête de l'an 2000 a été quelque chose de terrible pour les forêts, mais aussi pour les forestiers et pour l'ONF. Et nous sommes, depuis quelques années, confrontés à un phénomène de mortalité jusqu'alors inconnue, avec certaines espèces comme l'épicéa qui disparaît quasiment du territoire. On avait déjà vu la disparition de l'orme, on avait déjà vu la disparition du frêne. Là, c'est l'épicéa. On voit que le hêtre dans le quart nord-est souffre énormément à cause de plusieurs années de sécheresse, mais on peut penser que ces années ne vont pas s'arrêter là et que cela va continuer. Donc nous demandons qu'une réflexion soit faite sur notre manière de travailler. On pense sincèrement que oui, la forêt va souffrir du changement climatique, mais la forêt qui va le plus souffrir, c'est celle que l'on a industrialisée, c'est celle que l'on a orientée dans le but de produire du bois. Alors ce terme me déplaît parce que l'ONF dit que l'ONF produit du bois. En fait, non, hein, l'ONF prélève du bois que la forêt a produit. C'est un petit peu différent, mais cette forêt vue par l'angle de la production, c'est dépassé. Nous pensons réellement que c'est dépassé, c'est aller beaucoup trop loin. Ça ne veut pas dire que l'on ne va plus couper d'arbres en forêt, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'il faut appliquer des méthodes différentes, qu'il faut être un peu plus observateur. Je parle de l'ONF que je connais, hein, je ne parle pas de la forêt privée où je ne travaille pas, ce serait déplacé. Mais à l'ONF, de plus en plus, les forestiers sont devenus des opérateurs. Des gens à qui on a donné un modus operandi et on leur dit, voilà, dans tel cas, vous faites ça, dans tel cas, vous faites ça. Au point que certains se retrouvent même coupés de la simple observation du forestier. On a des forestiers qui ne possèdent plus, parce que la formation à l'ONF a été en grande partie sabrée, ne possèdent plus le minimum de compétences pour évaluer la santé d'une forêt, ou pour évaluer une évolution dans un peuplement, c'est-à-dire on va dans un peuplement, est-ce que les espèces qui sont présentes sont adaptées si le changement climatique intervient? Est-ce que le sol que j'ai me permettra de subir mieux ou moins bien un changement climatique? Beaucoup de forestiers ne sont plus capables de le faire parce qu'ils n'ont plus été formés pour. Et ça, c'est quelque chose de très grave dans un établissement public, parce que l'ONF est encore un établissement public, même si certains se battent pour que cela change. Nous nous battons pour que cela continue, et on pense qu'on a quelque chose à apporter à la forêt publique, c'est-à-dire la forêt des citoyens français. Et c'est, je crois,
que tout ce que l'on peut voir sur la forêt doit nous conduire à ce genre de réflexion, une réflexion sur comment faire mieux pour que l'on puisse continuer à profiter de la forêt et de tous les bienfaits de la forêt, hein, sur l'eau, sur le climat, sur les sols, sur la préservation, sur le moral des gens, parce qu'en ce moment on le voit. On peut faire ça, mais on doit le faire mieux et différemment pour que cela, on puisse le faire longtemps, c'est-à-dire une forêt qui puisse servir à l'humain longtemps sans que l'humain ne fasse que se servir de la forêt finalement. Jusqu'à présent, même dans les forêts de France, on se comporte un peu comme des prédateurs. Il y a une prédation des forêts sans vision sur vraiment tout ce qu'elle apporte à la société. C'est la base de notre combat, plus évidemment un combat syndical, c'est-à-dire un combat de défense des personnels. L'ONF, ça a été dit, a perdu 30% des personnels, des suppressions de postes continuelles cette année encore. C'est de la suppression et de la suppression, alors qu'on n'aurait jamais autant besoin de forestiers sur le terrain pour pouvoir anticiper, chercher, étudier, voir, essayer de prévoir au mieux les effets du changement climatique. Merci beaucoup. On va peut-être avoir maintenant un éclairage plus du côté des forêts privées grâce à Gaëtan Dubus, qui est expert forestier, je le rappelle, et qui est surtout l'auteur d'un rapport pour Canopée et pour le Fern, ce rapport est allé complètement à contre-courant en fait de la vision qui avait été promue et développée par les institutions, et notamment donc, suite à un rapport de l'INRAE qui date de 2017 si mes souvenirs sont exacts. Et ce que conteste notamment Gaëtan Dubus, c'est la vision de la forêt comme puits de carbone, le rôle du carbone dans la forêt, et il va peut-être nous expliquer en détail pourquoi lui estime qu'on ne prend pas assez en compte les bois morts, notamment en forêt. Pourquoi est-ce que le carbone n'est pas stocké de la manière dont le décrit l'INRAE, notamment dans les bois de construction? On va lui laisser la parole. Donc bonsoir, je vais vous donner un petit peu l'analyse que je fais de l'évolution actuelle de la forêt et des questions que cette évolution pose en termes d'orientation politique, de pratiques à soutenir. Donc évidemment que la forêt, on le voit depuis quelques années, est très, très impactée par le changement climatique. Ça, c'est un gros sujet pour l'instant. On sait que certains peuplements sont atteints, en particulier les épicéas. Donc un arbre qui parfois a été planté trop bas et qui aujourd'hui souffre des sécheresses dans l'Est. C'est un exemple. Et en fait, peut-être que ce problème occulte tous les autres qu'on voit dans la forêt et dans la filière bois. Moi, ce que je vois principalement, c'est une contradiction, puisque je gère des forêts depuis 25 ans, mais je trouve ça s'intensifie. Une contradiction entre une demande de l'industrie et des modalités de travail en forêt qui s'accélèrent avec des machines de plus en plus grosses et des chantiers qui doivent aller vite parce que le temps, c'est de l'argent. Et donc, une demande de l'industrie qui veut des bois très homogènes pour pouvoir scier très, très vite les arbres et pouvoir être compétitif à l'échelle internationale sur des marchés qui sont très mondialisés. Donc, entre cette partie qui existe, qui est très forte, et puis une demande de la part de la société et une interrogation très, très forte sur la forêt en tant qu'écosystème, puisque la forêt répond à de nombreuses fonctions, que ce soit l'épuration, la production d'eau pure, l'air, l'atténuation du changement climatique, la qualité des paysages, la biodiversité. C'est extrêmement important. Les gens sentent de plus en plus à quel point ils ont besoin de la nature, de la connexion avec la nature et de la préservation de la biodiversité. Et en fait, dans les discours, on parle de gestion durable et on exprime les choses comme si tout allait de source, qu'il n'y avait aucun problème entre la demande en bois et en bois énergie, en bois d'œuvre et les pratiques de l'industrie du bois et ces fonctions-là environnementales et sociales. Concrètement, moi, ce que je vois, c'est que
On a une contradiction de plus en plus forte. Pour les forestiers, c'est de plus en plus difficile de combiner les deux. Voilà. Alors heureusement, en fait, on a des forestiers qui sont encore très forts et je pense que profondément, les gestionnaires de forêt, pour la plupart, ont envie de cette conciliation, de cette réconciliation entre nature et économie du bois, on va dire, et gestion économique de la forêt. Mais dans le contexte actuel, c'est très difficile. Et il n'y a pas que le changement climatique qui nous complique la vie. Il y a aussi la façon dont l'économie de la forêt et du bois sont pensées. Ça, j'aimerais bien vraiment, vraiment insister sur cet aspect, puisqu'il est politique, il s'agit de choix politiques. Et par exemple, quand on fait des choix sur les subventions, sur les incitants fiscaux, sur le cadre légal et fiscal de la forêt, eh bien, tout choix posé va orienter plus ou moins directement les pratiques des gestionnaires, hein, les pratiques de gestion des forêts. Quand on choisit de subventionner tel ou tel équipement d'exploitation, donc abattage et débardage des arbres, quand on choisit de soutenir telle ou telle scierie ou telle unité de bois énergie, c'est des actions fortes qui vont orienter la gestion des forêts et donc l'avenir de nos forêts en tant qu'écosystème aussi. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais proposer, en fait, c'est de vraiment, on a des enjeux très forts sur le changement climatique, la transition et garder nos forêts vivantes. Et je pense qu'il faut un petit peu revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire repartir de la forêt telle qu'elle est et se dire, est-ce qu'on ne s'est pas un petit peu trompé? Est-ce qu'on ne s'est pas un peu trompé? Est-ce qu'on ne doit pas repenser la façon de gérer et surtout de valoriser nos bois en partant des forêts telles qu'elles sont, pour qu'elles soient plus résilientes, qu'on intervienne de manière plus douce dans les forêts. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir soutenir ce qu'on appelle une sylviculture d'amélioration de l'existant, donc accompagner les écosystèmes et les forêts tels qu'ils sont, hein, en pratiquant de la gestion, en faisant de l'abattage, du débardage, ce n'est pas le problème, on a besoin de bois, on en sortira, mais de manière plus douce, en diversifiant les espèces, et pas à l'échelle d'un territoire, mais à l'échelle de chaque forêt, de chaque parcelle, en maintenant et en aidant et en développant les petites unités, petites et moyennes unités de transformation, de sciage, mais aussi de bois énergie. C'est pas, voilà, des petites unités de bois énergie, et si elles ont un haut rendement, ça peut être tout à fait bien. En soutenant les petits exploitants, et pas toujours voir gros. Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on voit gros et vite. Il faut que tout soit gros et il faut que tout aille vite. Voilà. Et on oublie en fait la qualité. C'est assez incompatible. Si on voit tout le temps gros, de plus en plus gros, de plus en plus vite, on ne peut pas faire de la qualité. Voilà, ça c'est vraiment essentiel. Et la forêt aujourd'hui, pour qu'elle soit résiliente, pour qu'elle reste vivante, pour qu'elle soit multifonctionnelle, il faut absolument de la qualité dans les pratiques. Il y a encore vraiment des sylviculteurs et des travailleurs forestiers qui sont absolument capables de ça. Il y a un grand savoir-faire en France. Moi, j'insiste là-dessus. Il y a un grand savoir-faire. Il y a des gens très motivés, très travailleurs dans la forêt qui font du très bon travail. Et il faut soutenir la qualité et les savoir-faire. Et ça, c'est vraiment des politiques de soutien, comme j'ai dit, de la sylviculture d'amélioration et pas systématiquement de plantation de grandes parcelles en monoculture, etc. Donc, sylviculture d'amélioration, soutien des petites unités de sciage, soutien des bûcherons, des débardeurs qui font un travail de qualité, un travail aussi de concertation pour qu'il y ait vraiment de la multifonctionnalité, hein, concertation pour éviter les conflits entre ceux qui vraiment sont écologues, naturalistes, et les gestionnaires de forêt et les scieurs, etc. Un travail de concertation, comme le font souvent les parcs naturels régionaux. Donc, reconstruire tout un tissu économique et de gouvernance locale. Voilà, il faut que la gouvernance se passe au niveau des territoires, au niveau des départements, au niveau des parcs naturels régionaux, parce que chaque forêt est différente, chaque corps social est différent, et c'est au plus proche des forêts, en développant les atouts de chaque région, de chaque territoire, qu'on pourra faire une gestion qui soit à la fois économique et respectueuse des environnements, respectueuse des écosystèmes. Voilà. Et puis, on
enchaîne sur une vidéo également donc, de Gaël Drouillard, qu'on a présenté juste avant, qui est gestionnaire forestier indépendant en Auvergne, qui lui aussi va nous donner un éclairage de terrain sur son métier de gestionnaire forestier. Donc, qu'est-ce que c'est très concrètement ? Quel modèle aussi il promeut sur la gestion de la forêt ? Comment allier à la fois protection, respect de la biodiversité et production de bois ? On commençait à en parler. Et puis, comment il a perçu également les variations de la forêt. Qu'est-ce qu'une forêt en bonne santé? Qu'est-ce que le changement climatique fait à la forêt? Et donc voilà, on lui laisse la parole pour une vidéo. Bonjour à tous. Donc tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation à cette vidéo. Donc je suis Gaël Drouillard, gestionnaire forestier indépendant, donc à mon compte. Je travaille sur le département du Puy-de-Dôme, donc au sud-est de Clermont-Ferrand, sur le plateau du Livradois-Forez. Donc c'est un plateau où les forêts évoluent entre 800 et 1100 mètres d'altitude. Et donc, naturellement, on retrouve principalement des forêts de sapins et de hêtres. Donc, on appelle ça la hêtraie sapinière. Et on a aussi encore beaucoup de plantations d'épicéas issues des plantations d'après-guerre. Voilà pour le contexte un petit peu géographique. Donc, je me suis installé en 2016, donc ça fait 5 ans que j'exerce. J'ai été aidé par des consoeurs et des confrères, donc M. Brivois et Madame Virginie Monat notamment, qui est présidente de l'Association nationale des techniciens forestiers, l'ANATEF, dont je fais partie, et qui prône plutôt une gestion raisonnée et durable des forêts, et avec un code de déontologie pour aussi éviter tout conflit d'intérêts dans l'exercice de notre métier. Donc, en parlant de métier, je vais vous décrire un petit peu en quoi consiste le mien. Donc, on travaille effectivement sur les forêts privées, ça c'est important. Vous avez 75% de la surface boisée en France qui est de la forêt privée, 25 autres publiques gérées par l'ONF. Et dans le Puy-de-Dôme, ce pourcentage s'élève à 85%. Donc 85% de la forêt est privée. Donc mes clients, si vous voulez, ce sont les propriétaires forestiers privés. Et donc le premier rôle d'un gestionnaire forestier, c'est d'abord un rôle de conseil. Donc un conseil au niveau juridique, au niveau fiscal et surtout au niveau de la sylviculture. Donc la sylviculture, c'est en fait l'ensemble des interventions humaines qu'on peut pratiquer en forêt. Et donc après conseil, on se concerte avec le propriétaire forestier et on définit un plan d'action, un plan de gestion en fait pour la propriété en question. Et donc ça se traduit par différentes prestations, l'estimation de patrimoine boisé pour une vente ou pour une succession, pour un partage, la rédaction de documents de gestion durable qui ont une valeur administrative, qui sont validés par le Centre national de la propriété forestière, organisme public qui, tout comme l'ONF, subit des baisses de dotation et des baisses d'effectifs, je le regrette d'ailleurs. Je fais de la délimitation de parcelles, on parlera un petit peu du foncier forestier qui est très compliqué. Je fais de la cartographie, de la maîtrise d'œuvre de tout type de travaux forestiers, donc des plantations, etc. Et puis bien sûr, le sujet qui nous intéresse le plus, je pratique en fait des martelages, donc c'est-à-dire le marquage des arbres qu'on souhaite envoyer en commercialisation, qu'on souhaite exploiter. Voilà, je me rémunère sous forme de commission, ce qui prouve en fait l'intérêt, que j'ai le même intérêt que le propriétaire forestier, mon client, à vendre le bois, à valoriser le bois au meilleur prix. Donc voilà pour ce qui est de mon travail. En face de nous, les gestionnaires, on a des grands groupes qui s'appellent des coopératives forestières et qui n'ont pas forcément la même vision de la forêt que nous, mais je ne vais pas m'épandre là-dessus. Donc voilà pour ce qui est de mon métier. Au niveau de la gestion forestière en France, le modèle forestier, moi je préfère parler de gestion forestière. Si on fait un petit historique et si on résume, en fait, la gestion forestière, c'est toujours adapté à la demande de la société, en fait. Et donc, à l'heure actuelle, quelles sont ces demandes? C'est très simple. Vous avez une demande forte au niveau économique, au niveau industriel
sur du bois, notamment de résineux, qui est essentiellement utilisé pour la construction et qui a des formes plus standardisées pour pouvoir passer dans des machines, en fait, des scieries, en fait, des machines à couper le bois. Donc, le problème de cette industrialisation de la forêt, c'est qu'effectivement, les diamètres d'exploitabilité ont vraiment diminué avec le temps et ce sont des machines, en fait, qui ne peuvent pas accepter des diamètres de plus de 50-55 cm de diamètre. Ça a besoin aussi de bois homogène, standardisé. Donc, c'est plutôt du résineux. C'est pour ça que malheureusement, on voit de plus en plus de coupes dans certains secteurs en France de feuillus pour ensuite planter du résineux. Et dans mon secteur, on coupe aussi des sapinières naturelles pour pouvoir planter du douglas qui est plus productif. Donc ça, c'est l'intérêt des industriels. Et on a aussi une demande plutôt, on va dire, de la société civile, je dirais, qui est plutôt tournée sur des questions donc écologiques, de biodiversité, d'enjeux paysagers, d'enjeux de filtration et de l'eau, de la rétention aussi en eau, et bien sûr du stockage de carbone, comme l'a bien retraduit dans son étude Gaëtan Debus, que je salue à cet instant. Voilà, donc en fait, si vous voulez, on a la gestion forestière qui est plus adaptée à l'industrialisation, c'est la gestion dite en régulier, qui est ultra productiviste. Donc le but, c'est d'avoir les arbres de toute la même hauteur, de tous les mêmes diamètres. On fait quelques éclaircies en fait dans la vie du peuplement de la forêt. Et puis la finalité, c'est la coupe rase. On coupe tout dès qu'on a le diamètre qui intéresse en fait l'industrie et on repart sur une plantation. Donc effectivement, là, ça prend bien en compte la demande économique, mais ça ne prend pas en compte la demande de la société civile, environnementale, etc. Donc, en fait, dans les années 70-80, un autre mode de gestion est apparu qui est la gestion en irrégulier, en fait. Et ce mode de gestion, que j'appelle plus couramment la gestion douce de la forêt, réussit à concilier, en fait, les demandes liées à la matière bois, si vous voulez, et les demandes plutôt liées à l'écologie et à l'environnement. Donc, en fait, on part sur le principe inverse, c'est-à-dire que le forestier va marquer différemment les bois à commercialiser dans le temps et va faire en sorte d'avoir des arbres de différentes hauteurs, de différents diamètres. Et en fait, ça va créer notamment différents types d'habitats pour accueillir la biodiversité. On va pouvoir se permettre aussi de laisser des très gros bois, des arbres morts au sol. Et la finalité de cette gestion, c'est de conserver absolument le couvert boisé, en fait. Donc, pas de coupe rase, absolument pas de coupe rase. On s'inspire des cycles naturels de la forêt et on les accompagne. Et donc, on arrive à concilier la production de bois et les aspects environnementaux. Voilà, donc c'est tout ça pour dire qu'il y a des façons de faire, d'autres façons de faire qui sont possibles et des façons qui respectent, si vous voulez, les cycles naturels de la forêt. Voilà. Par contre, on a des freins pour pouvoir appliquer cette gestion. Quels sont-ils? J'en ai noté quatre principaux. Vous avez le morcellement du foncier. Il faut savoir que la moyenne en surface des propriétaires en surface est de 2 hectares sur l'ensemble du territoire. C'est à peu près le cas sur mon secteur, sauf que c'est en 4 parcelles disjointes et parfois sur des communes différentes. Donc, on se retrouve avec des parcelles de moins d'1 hectare parfois. Et si vous voulez faire de la gestion douce, ce sont des prélèvements qui sont raisonnés, qui sont assez faibles, en fait, si vous voulez, tous les 5 à 7 ans pour le résineux, 10 à 15 ans pour les forêts de feuillus. Et donc, forcément, on a besoin d'un volume minimal, en fait, pour pouvoir commercialiser ce bois. Et quand on a des trop petites surfaces, malheureusement, on arrive dans une impasse. Donc, soit on essaie de faire comme certains de mes confrères et comme moi-même, on essaie de contacter les voisins autour pour pouvoir regrouper les exploitations
et gérer plusieurs propriétés en même temps, mais ça demande énormément d'énergie, énormément de temps, et c'est du temps qui n'est pas payé. Donc, ce qui fait qu'on est beaucoup moins rentable et qu'on a du mal parfois à se tirer un salaire, notamment comme moi qui démarre en indépendant. Et donc ça, c'est le premier choix. Et puis après, vous avez l'autre choix que beaucoup font, que ce soit beaucoup de concurrents font, c'est la coupe rase. C'est-à-dire que vous avez une petite parcelle où vous avez une centaine d'arbres. La gestion douce, vous coupez 20 arbres, mais ce n'est pas assez pour commercialiser. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une coupe rase, pardon. Vous récupérez l'ensemble des bois. Donc là, vous faites en plus une belle commission. Et puis après, c'est fabuleux. Vous faites payer une plantation derrière, un reboisement. Donc, au niveau économique, c'est clair, si je voulais doubler mon salaire, je coupe à ras toutes les propriétés qui me tombent dans la main. Je fais un reboisement l'année d'après, ça me fait encore du chiffre d'affaires. Et donc, on a un gros problème, un énorme problème avec le morcellement du foncier. Ensuite, vous avez la décision même du propriétaire, c'est-à-dire qu'il y a des propriétaires, effectivement, qui vont être attirés par l'argent et qui vont couper à ras. Bon, moi, je le condamne, mais légalement, ils ont le droit. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'il y a le contexte social aussi des propriétaires forestiers. Il m'est arrivé d'avoir des propriétaires qui avaient énormément de dettes et qui n'avaient plus que les bois en fait pour pouvoir payer leurs dettes. Et donc, malheureusement, on a été contraint de pratiquer des coupes rases. Donc, il ne faut pas oublier aussi cet aspect-là. Nous, les gestionnaires, on a un rôle de conseil, mais après, c'est le propriétaire qui décide. Alors après, on peut avoir un argumentaire plutôt gestion douce et plutôt gestion productiviste. Hein. Donc voilà, si vous arrivez avec des arguments de coupe rase avec quelqu'un qui s'y connaît peu en forêt, ça peut très bien aussi fonctionner. Donc, je ne jette pas la pierre que sur les propriétaires forestiers, hein, c'est un tout. Ensuite, on a aussi la fiscalité qui favorise énormément les coupes rases. Vous avez, par exemple, lorsque vous plantez, vous avez 30 ans, voire 50 ans d'exonération de taxes foncières. Ensuite, les coopératives forestières, notamment, peuvent délivrer des crédits d'impôt sur le montant des travaux de reboisement, chose que nous, les gestionnaires forestiers, on n'a même pas le droit de proposer. C'est-à-dire que non seulement il y a de la concurrence déloyale par rapport à nous, et en plus, c'est un argument de plus pour couper, parce qu'il y a des crédits d'impôt après dans le reboisement, donc ça diminue les coûts de reboisement, et donc ça donne un argument de plus à la coupe rase. Ensuite, vous avez, si vous voulez, oui, et puis il y a aussi les subventions, c'est-à-dire les subventions, 80% des subventions en forêt sont tournées vers les plantations. Il y a très, très peu de subventions qui soutient et favorisent, si vous voulez, la gestion durable, comme je l'expliquais préalablement. Voilà. Et enfin, une dernière chose, un dernier point, c'est l'aspect effectivement sanitaire des forêts avec le dérèglement et le changement climatique. Ça fait 3 sécheresses d'affilée, 2 canicules d'affilée. Dans l'Est, on a des pertes énormes en épicéa, on a des forêts entières qui sèchent et sur mon secteur, même à 1100 mètres d'altitude, où on pourrait se dire que le climat est un peu plus frais, où on a un peu plus de précipitations, on commence à voir des peuplements, donc des boisements d'épicéa qui commence très sérieusement à être fragilisé en fait. Et en basse altitude, on a des sapinières donc d'origine naturelle, hein, vraiment le sapin est naturel dans le secteur, qui sont vraiment en train de dépérir, des bois qui ont entre 50 et 150 ans. Donc pour le forestier, c'est déjà d'une tristesse, c'est une tristesse énorme. Et malheureusement, on est obligé de passer par des coupes rases quand vraiment on n'arrive pas, quand si vous voulez, les dépérissements sont trop importants. Alors attention, faut pas que ça soit non plus un alibi, parce que ceux qui proposent et qui souhaitent faire le maximum de coupes rases, dès que vous avez 3 arbres qui sont secs dans une parcelle, vont développer leur argument pour la coupe rase à partir de ça. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'encadrer effectivement plus strictement les coupes rases, et on a besoin de personnel humain. C'est-à-dire que chaque parcelle est différente, et il y a besoin d'un technicien formé qui vienne et qui, suivant des critères proposés collectivement, puisse définir si les arguments de la coupe rase sont recevables ou pas. Et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Il faut effectivement, à mon sens, éviter aussi
tous les avantages fiscaux et les subventions pas assez contraignantes, en fait, si vous voulez, sur la plantation. Éviter aussi les distorsions de concurrence qui existent entre les opérateurs, parce que les coopératives deviennent complètement, prennent une grande partie des avantages. Et enfin, il faut trouver des moyens de regrouper les exploitations, de faire en sorte que les propriétaires forestiers gèrent leur bois un peu plus ensemble pour pouvoir proposer justement cette gestion durable que tout le monde souhaite et attend. Voilà. Et écoutez, je vous remercie vraiment pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre émission. Et encore merci pour l'invitation. Merci encore. Au revoir. Et donc, retour dans notre émission avec nos invités en chair et en os, avec Mathilde Panot. Donc, tu as été présentée par Marianne. Mais donc, peut-être tu vas nous dire un mot de ta commission d'enquête, qui a été un énorme travail de terrain aussi, où tu as fait beaucoup de déplacements pour aller voir les forêts et rencontrer les personnels qui y travaillent. Et donc, voilà, sans plus tarder, je te laisse la parole. Merci, Clémence. Effectivement, donc, la commission d'enquête citoyenne, on l'a... montée vers début de l'été 2019 et vraiment lancée officiellement en septembre 2019. Et l'idée de cette commission d'enquête citoyenne, c'est qu'on voulait qu'il y ait un vrai débat politique sur la forêt, parce que en ce moment, on est dans un moment où la forêt est à la croisée des chemins. Nous, on compare ça souvent à ce qui s'est passé dans l'agriculture dans les années 50, 60, où d'un coup, sans aucun débat, sans que ni vous ni moi n'ayons décidé cela, eh bien, d'un coup, on a pris le chemin, notamment par des subventions, par différentes politiques, on a pris le chemin d'une agriculture industrielle, et maintenant, tout le monde comprend bien le désastre que ça a créé. On est dans une agriculture sans paysans, et là, on essaye de faire des forêts sans forestiers, ce qui est, à mon avis, extrêmement dangereux, avec aujourd'hui un paysan qui se suicide tous les jours, un paysan sur 3 qui vit avec moins de 350 € par mois, des sols qui sont complètement détruits, des multinationales comme Monsanto qui ont le droit de nous empoisonner tous, et en premier lieu les paysans, alors que là aussi ça n'a pas été décidé démocratiquement. Et dans les forêts, eh bien, nous sommes un peu dans ce moment-là, avec des régions qui sont très industrialisées. Je pense au Morvan notamment, dont Marianne pourrait beaucoup parler, mais où 50% des forêts de feuillus diversifiés ont été changées en monoculture de résineux, de douglage généralement. Et donc, dans la même manière que ce qu'on a fait dans l'agriculture, ce qu'on fait dans les forêts, c'est en gros, on rase tout, donc on fait une coupe rase, ensuite on fait de la plantation, et généralement, on plante de la monoculture, et ça, c'est absolument désastreux. Donc nous, ce qu'on voulait faire avec cette commission d'enquête citoyenne, c'était d'abord et avant tout d'avoir un débat démocratique, qu'il y ait un choix démocratique, parce que ça engage vraiment l'avenir de notre pays. Différents députés, donc de différents bords politiques. Il y a évidemment l'intersyndicale de l'ONF, différentes associations et collectifs citoyens et environnementaux qui se battent sur cette question-là. Donc on a fait, je crois, une trentaine d'auditions pour cette commission d'enquête citoyenne. On a fait différents déplacements. On a été dans le Morvan, on a été dans le Limousin, sur le plateau de Millevaches. On a fait différents déplacements près d'Orléans aussi. On a fait surtout, ça c'était pas nous directement, mais on a profité de ce moment-là puisque il y avait des assises pour la forêt qui étaient organisées avec à peu près 250 experts qui étaient là, donc à la fois des forestiers, mais aussi des associatifs. Il y avait plein de gens différents qui ont travaillé ensemble à des propositions qui vont donner lieu à une loi cadre pour montrer qu'on peut faire autrement sur la question des forêts. Et qui ont donné lieu aussi à une première proposition de loi, tu l'as dit Marianne, qu'on a donc présentée en septembre 2020, qui est un pas dans la porte de l'industrialisation des forêts, qui est la question de l'encadrement strict des coupes rases, sur lequel la France a énormément de retard, puisque beaucoup d'autres pays ont déjà des législations sur cette question, parce que les coupes rases, pour que tout le monde comprenne bien ce que ça veut dire, c'est ça qui emmène en fait dans le modèle industriel. C'est en fait plutôt que de partir de la forêt et ensuite d'avoir une filière bois autour qui se construit, eh bien on adapte la forêt aux besoins de l'industrie et de la grosse industrie. Donc c'est absolument une mauvaise méthode. Et qu'est-ce que ça crée? Ça fait que vous arrivez avec des machines qui généralement pèsent plusieurs tonnes, donc vous tassez les sols. Il y a des endroits en forêt où on utilise des pesticides, ce qui est quand même assez délirant.
parce qu'à force, les sols forestiers sont tellement détruits que voilà, vous détruisez le puits de carbone qu'est la forêt, puisque vous avez évidemment du carbone dans les arbres, mais surtout dans le sol. Donc, vous faites sortir du carbone. Et puis, ça a des enjeux, c'est ce que tu disais tout à l'heure, sur évidemment la filtration d'eau, avec en plus des conditions sociales de coupe rase qui sont souvent assez désastreuses. Donc, pour nous, c'était une première manière de mettre un pied dans ce modèle industriel pour dire maintenant, il faut arrêter ça et légiférer sur cette question-là. Et peut-être, pour terminer, et puis pour relancer la discussion dessus, alors, il y a des points très négatifs sur la manière dont ça se passe. Le gouvernement a annoncé un plan de relance avec 200 millions sur la filière bois-forêt et il nous avait annoncé un grand débat sur cette question. Bon, le grand débat, on l'attend toujours. Il caricature nos positions en disant, nous, on dit on peut faire autrement dans les forêts, en valorisant notamment mieux le bois, en prenant plus en compte les puits de carbone, la biodiversité qu'il y a dans les forêts et surtout les êtres humains qui y travaillent. Et ça peut très bien se faire, ça dépend de choix politiques. Et en fait, le ministre, concrètement, nous répond toujours en nous disant qu'on aurait un espèce de syndrome idée fixe en ne voulant couper aucun arbre, ce qui est absolument ridicule parce que ce n'est pas du tout ce que nous on dit, et compris qu'on peut gérer, prélever du bois dans des forêts de manière complètement différente. Et d'ailleurs, beaucoup le font déjà dans le pays, preuve qu'on peut faire autrement. Donc, on n'a toujours pas de débat démocratique alors qu'on injecte 200 millions qui risquent d'être 200 millions qui vont financer largement, justement, ces coupes rases, l'industrialisation de la forêt, avec des problématiques sur les plans, etc. Mais on ne va peut-être pas rentrer dans tous ces détails-là, mais c'est quand même important. On a un rapport d'une députée, la République En Marche, qui a été missionnée suite à notre commission d'enquête citoyenne, parce que ça, c'est la nouvelle méthode En Marche. Quand nous, on s'intéresse à un sujet, hop, ils demandent un rapport. Donc, qui est arrivé en juin 2020. Il y a eu beaucoup de tractations autour de ce rapport puisqu'il n'est paru qu'à la rentrée 2020. Et il n'a été suivi d'absolument... Alors, bon, il y a des choses avec lesquelles on est d'accord, d'autres avec lesquelles on est moins d'accord, mais globalement, le rapport va quand même dans le sens de ce que nous, on pousse. Et il se trouve que, aucune des recommandations du rapport n'a été prise en compte. Et ce qui est quand même la lueur d'espoir dans tout ça, c'est qu'à chaque fois qu'à l'Assemblée nationale, on va sur des votes sur la forêt, on les gagne. On les avait gagnés sur le fait de mettre fin à l'hémorragie des baisses d'effectifs dans le service public forestier. Et le gouvernement est revenu en deuxième lecture de manière complètement honteuse et antidémocratique pour enlever ce que nous, on avait gagné par le vote. Et pourtant, c'est rare de gagner des choses en hémicycle. Et encore une fois, dans la loi climat, ils ont enlevé tous nos amendements. Et ce n'est pas un hasard qu'ils enlèvent tous les amendements sur la forêt, parce que la Convention citoyenne avait fait des propositions dessus. Il y en a beaucoup qui viennent du législatif, donc ça rentrait tout à fait dedans, et ils ont tout enlevé, notamment parce qu'ils ont peur en fait de se ramasser sur cette question-là, parce qu'à chaque fois, les amendements, ils sont adoptés contre l'avis du gouvernement. Alors là, on a réussi à en sauver quelques-uns, qui ne sont pas du tout à la hauteur de la situation, mais il n'empêche qu'il y en a un qui a été adopté. Alors, il n'y a pratiquement rien sur la forêt, ce qui est un scandale absolu. Mais il y en a un qui a été adopté qui demande à ce qu'on revoie à mi-chemin le plan sur les forêts qui a été fait, qui est quand même la base qu'on puisse avoir une discussion, justement, au vu de tout ce qu'on disait, des enjeux qu'il y a à venir sur les questions des forêts. Et on l'a gagné, contre l'avis du gouvernement, encore une fois. Donc ça, c'est quand même un signe que si on avait un vrai débat démocratique sur cette question-là, il y aurait autour du bien commun qu'est la forêt, on pourrait avoir en tout cas des choses qui sont intéressantes à faire bouger, à décider collectivement et qui arrêtent avec l'industrialisation que tente de mener à tout va le lobby du bois. Et peut-être pour terminer sur une chose, parce qu'à la fois l'industrialisation de la forêt, ça maltraite les écosystèmes, mais ça maltraite aussi les femmes et les hommes qui y travaillent. Et au vu de ce qu'on a dit à l'instant, il y a une incertitude sur ce qui va se passer dans les années à venir. Il y a des enjeux énormes. On a parlé évidemment du dérèglement climatique, mais on peut aussi parler des maladies, des scolies. Tous ces enjeux-là sont devant nous. S'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on a absolument besoin de l'expertise humaine, du sens de l'observation qu'ont les forestiers, et que si on continue à faire une forêt sans forestiers, avec en plus une souffrance absolument énorme, je le dis parce que je me permets de le dire, depuis les années 2000, à peu près, il y a eu une 50aine de suicides à l'ONF. C'est plus quand vous le rapportez à l'effectif que ce qu'il y avait eu à France Télécom. Donc, il y a une souffrance terrible à l'Office national des forêts. Et nous avons besoin de ces forestiers, de ces hommes et ces femmes qui connaissent la forêt, qui sont dans les forêts, parce que sinon, nous ne pourrons jamais être à la hauteur des enjeux qui nous attendent pour l'avenir.
Merci beaucoup Mathilde. On va commencer la discussion. Je ne sais pas si Marianne, tu voulais lancer un sujet. Sinon, je le fais, mais vas-y. On peut, moi je voudrais, manière de lancer la discussion, peut-être revenir à une définition. C'est quoi une forêt, en fait ? Je pense que c'est important parce que les gens qui nous regardent sont pas experts du sujet et sont peut-être même pas familiers dans leur lieu de vie de se balader en forêt, etc. Donc peut-être c'est une bonne question pour commencer. Voilà. Alors je vais peut-être rappeler la définition légale, qui est celle de la FAO. Une forêt, c'est plus de 5000 m², plus d'un demi-hectare, avec des arbres qui font plus de 5 mètres de hauteur, et c'est là que ça devient intéressant, avec un couvert forestier de minimum 10%. Qu'est-ce que tu penses de cette définition, Cyril ? La définition FAO avait pour but de couvrir toutes les forêts existantes au monde, ce qui est honorable, parce que évidemment une forêt subsaharienne va ressembler sans doute à ça dans le meilleur des cas. Notre vision de la forêt, c'est une forêt qui a été travaillée par l'homme en Europe, parce qu'au XIIe siècle la forêt c'était des prés avec au milieu des bois, hein. Il est possible qu'au XIIe siècle la forêt ressemblait plus à la définition FAO qu'à ce que l'on connaît maintenant. C'est quelque chose qu'il faut... S'il y a des forêts aussi fermées de nos jours, c'est parce que l'homme a travaillé pour faire cela. Quand on suit l'histoire forestière, c'est cela. Moi, dans cette définition, ce qui me gêne toujours, c'est que l'on ne parle que d'arbres. Parce qu'une forêt, certes, il y a des arbres en forêt, bon, c'est une palissade. Encore faut-il déterminer ce qu'est un arbre. Parce que plus de 5 mètres de haut, à la définition française d'arbre, ce n'est pas un arbre. Un arbre en France, c'est un végétal ligneux, ayant le tronc exempt de branches et sur une hauteur de 10 mètres, je crois. Enfin voilà, un arbre, ça doit faire 10 mètres. Donc on a une vision qui est, on va dire, adaptée déjà à l'utilisation du produit bois. C'est pas une vision biologique, c'est une vision d'intérêt. Et ça, c'est déjà très important. C'est vraiment une vision, notre vision à nous est une vision d'intérêt vis-à-vis d'intérêt de production, vis-à-vis de la forêt. Moi, ce qui me gêne dans la définition, oui, je l'ai dit, on ne parle que d'arbres. Déjà, il faut savoir quels arbres, parce que pour moi, une forêt, ça doit représenter une forme de biotope, c'est-à-dire un milieu de vie. Un milieu de vie pour qui ? Comment ? Ça devient beaucoup plus complexe. Parce que se résumer à une forêt arbre, on en vient à faire des plantations. Bon, très bien, c'est des alignements en tous sens d'une seule espèce en général. Ce n'est pas une forêt, c'est une plantation d'arbres. Comme on peut planter certains fruits, mais on peut planter un champ de fraisiers, c'est pas une fraiseraie. Ça n'a rien à voir. C'est pas on ne fait rien de naturel là-dedans. On travaille pour nous. On ne travaille pas pour un milieu en faisant cela. Une plantation d'arbres n'est pas une forêt. C'est des fois nécessaire de passer par là. Je ne veux pas... Voilà, là, on sait que dans le quart nord-est, il y a eu des grosses mortalités dans l'épicéa. C'est vraiment des milliers d'hectares. On va peut-être être obligé de venir par le mode plantation pour que ces sols ne se dégradent pas trop vite. Peut-être. Je ne sais même pas. C'est quelque chose de tellement sidérant. Malgré tout, ce n'est pas une forêt. Une forêt, c'est un milieu. Et ce n'est pas seulement, je dirais, une proximité d'arbres. Il faut qu'il y ait autre chose avec. La preuve, quand tu viens du Morvan, dans le Morvan, quand on passe dans les Douglas, certains peuvent appeler ça une forêt. Ça répond à la définition de forêt. On n'entend pas beaucoup d'oiseaux dans les Douglas. Voilà. Le désert vert, on appelle ça. Peut-être une autre question de base pour commencer, pour les gens qui ne connaissent pas cette activité. Qu'est-ce que font les personnels de l'ONF dans les forêts ? Alors, j'imagine qu'il y a une diversité de métiers déjà. Oui, mais... alors je vais partir de mon cas. Ouais. Hein, c'est très égocentré, mais c'est le cas du garde forestier tel que les gens le connaissent.
Alors, un garde forestier, il a un territoire qu'il est appelé à gérer. Alors, gérer, ça veut dire que dessus, il doit prévoir les coupes qu'il y aura à faire en fonction de plans déjà préétablis. Il va devoir prévoir les travaux à faire. Il va devoir surveiller le bien public, par exemple la surveillance des limites, parce qu'il y a des endroits où l'agriculture empiète beaucoup sur la forêt, ou surveiller la chasse. Il doit aussi rendre ces forêts accessibles aux citoyens. Ça fait partie de notre métier. La forêt doit être accessible aux citoyens. Alors l'accessibilité parfois limitée pour préserver la forêt, donc c'est un jeu d'équilibre. Bien sûr. Un forestier comme moi, eh bien, on est dans une équipe de 8 à 10 personnes avec à sa tête un chef du T. Voilà. Alors ça, c'est des termes comme on en trouve à France Télécom. Hein, c'est normal, c'est les mêmes qui ont fait les plans. Hein. Avec au-dessus un système d'agence, etc., avec des personnels administratifs qui sont en soutien, avec des personnels qui font de l'aménagement. C'est des plans sur 15, 20, 30 ans sur ce qu'il va advenir dans une forêt. Mais sachant que tout cela est verrouillé par des textes législatifs, hein, on est soumis, et je ne dis pas écrasé, mais soumis comme il se doit au code forestier, qui n'est plus du tout suivi par notre direction ni par l'État lui-même, hein, vu que l'État sait que l'ONF ne suit plus le code forestier, mais l'État s'en fout, vu que le code forestier n'est plus suivi, ce qui est quand même dramatique, parce que le code, lui, a été voté. Donc on arrive, voilà, notre travail, c'est ça, c'est d'être sur le terrain, en forêt, pour suivre la forêt, pour aussi accompagner les bûcherons, les débardeurs, les autres personnes qui travaillent en forêt. Et peut-être, moi je t'avais cité une fois en hémicycle sur une phrase que tu avais eue sur... parce que bon, quand on parle de forêt, on parle de temps long. Et tu disais, nous, on est les héritiers d'une histoire. Et à chaque fois, en fait, qu'on fait une marque sur la forêt, on sait qu'elle a des impacts pour 100 ans. Il y a une passion chez les forestiers qui est quand même très forte. Peut-être, pour appuyer sur un point pour que tout le monde comprenne bien aussi, qu'est-ce que ça change, le fait que vous soyez moins nombreux? Tu vois, par exemple, sur le secteur dont tu t'occupes, je sais pas, moi par exemple, j'avais des forestiers qui me racontaient qu'avant, ils avaient le temps d'accompagner des classes en forêt sur ce qu'on appelle la multifonctionnalité de la forêt. Donc pas juste un gisement de bois, pas juste une fonction économique, mais aussi tous ces aspects-là, et notamment d'éducation à la forêt pour les jeunes générations. Et ils me disaient que ça, par exemple, ils n'avaient plus du tout le temps de le faire. Ça devient très difficile. Désormais, lorsque vous sortez une classe, on fait une sortie scolaire, très souvent, on vous demande de faire payer. Hein. On vous demande de faire payer, ce qui est dans quasiment tous les cas, sauf si c'est la classe d'une commune forestière, donc partenariat, mais sinon, vous devez faire payer. Sortir une classe, c'est vrai que ça demande du temps, il faut préparer la sortie, tout ça, ça demande beaucoup de temps, et on vous met toujours d'autres missions, soi-disant plus importantes. C'est quelque chose ce manque de personnel, moi, là où je le vois le plus, c'est que ça réduit le forestier, je l'ai dit tout à l'heure, à un opérateur. C'est-à-dire, il va suivre, en fait, des opérations, mais comme ça a été créé partout, hein, on suit des opérations qui ont été écrites par d'autres qui, en général, n'ont jamais fait ce travail-là, donc ne le connaissent pas forcément très bien. Et ces opérations ne conduisent pas à mieux connaître la forêt, à mieux la protéger, conduisent au but qui a été édicté par celui qui a écrit ces opérations, qui sont en général de favoriser le plus de ventes de bois possible, de favoriser un débardage, c'est-à-dire la sortie des bois de la forêt facile, des fois au détriment des sols. Mais l'opération vous dit que vous devez faire ainsi et pas autrement. Et ça, c'est terrible pour le forestier, parce qu'après il a deux possibilités: soit il dit tant pis, j'attends, je fais ça et j'attends l'heure de la retraite, soit il vit une douleur éthique. Bien sûr. Parce que je connais très peu de forestiers qui, lorsqu'ils avaient 6 ou 7 ans, se sont dit je vais devenir forestier pour que des gros camions aillent faire des grosses ornières dans la forêt. S'il y en a un, je veux bien qu'il m'appelle, parce que il y a des psychiatres très bien en France, mais il n'y en a pas. Les forestiers ne sont pas devenus forestiers pour dégrader la forêt. Donc celui qui le fait
éthiquement, il s'est trahi quelque part. Parce que oui, les forestiers sont des héritiers. Alors, héritier, ça fait chic, hein, mais surtout, ça permet de se souvenir tous les jours qu'on va laisser à d'autres héritiers. La forêt n'appartient à personne. Elle appartient à des millions d'enfants à naître, dit un proverbe africain. Hein, c'est ça. La forêt, elle appartient aux autres. Elle ne nous appartient pas à nous. Et ça, c'est ne plus pouvoir s'en occuper, eh bien, c'est risquer d'aller vers des dégradations, des fois irrémédiables. C'est ça le manque de personnel. Et sur le secteur, par exemple, toi, il a augmenté le tien ou non? Alors moi, mon secteur, j'ai changé 2-3 fois de mission sur le même secteur. Oui, il a augmenté, mais c'est resté raisonnable. Alors, je dois dire que je suis dans un secteur, à l'ONF, on va dire hautement productif et à haute valeur ajoutée. D'accord. C'est-à-dire que les endroits qui rapportent beaucoup d'argent perdent moins de postes que les endroits qui en rapportent moins. Donc, juste ça, déjà, c'est un signe. C'est un signe de quelle est la vision de l'ONF sur l'établissement. C'est conforme aussi à une vision plus générale sur les services publics. Enfin, je veux dire, c'est très analogue à ce qui se passe dans plein d'autres domaines, quoi. Cette vision marchande, centrée sur la rentabilité éventuelle d'un endroit ou d'un autre. Et c'est parfaitement contraire à la philosophie, normalement, qui doit animer les services publics. On retrouve dans votre discours des choses qu'on retrouve dans vraiment plein d'autres secteurs, quoi. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Ce n'est pas une politique contre l'Office national des forêts et ses personnels. Oui. C'est une politique menée contre les services publics. Et la privatisation en 12 de l'ONF, par le fait de ne recruter que des personnels de droit privé, qui sont tout aussi compétents que les personnels de droit public. Hein. Ce n'est pas une question de compétence, c'est juste une question de... Un fonctionnaire a le pouvoir de dire non. C'est un grand pouvoir, celui du fonctionnaire, que de refuser un ordre qui serait pas en adéquation avec le service public. C'est quelque chose d'important. Un personnel de droit privé peut le faire, mais a beaucoup plus de difficultés et prend beaucoup plus de risques. C'est pas attaquer les personnels de droit privé pour ce qu'ils sont. C'est dire qu'on ne les met pas dans la position de faire au mieux leur métier de forestier. C'est ça la différence. Est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de personnel à l'ONF qui soit sous statut de droit privé, ça pose pas un petit problème eu égard aux missions de police des agents de l'ONF? Comment est-ce qu'on peut confier des missions de police à des gens qui sont sous contrat privé? Bien, l'ONF y pense, vu qu'il cherche à rendre les missions de police accessibles au personnel de droit privé. Voilà. C'est quelque chose de totalement aberrant. Jusqu'à présent, seuls les personnels fonctionnaires étaient assermentés. Depuis les eaux et forêts, hein, c'est pas d'aujourd'hui. On est détenteur d'un port d'armes, parce qu'on peut avoir des missions avec des personnes en face de nous qui sont armées, comme les chasseurs, ou des gens qu'on ne connaît pas, donc c'est encore pire. Là, l'ONF s'engage pour que les personnels de droit privé soient eux aussi assermentés. Ça, c'est aux citoyens de décider qui a le droit de faire la police en France. Moi, je préfère que ce soit un fonctionnaire qui peut aussi être face à la justice de son pays par rapport à certains problèmes. Je pense que c'est du service public pur et dur. Je pense que ça choquerait beaucoup de monde d'apprendre qu'on recrute des policiers de droit privé. S'ils n'étaient pas en forêt, je pense que ça choquerait beaucoup. Ou des gendarmes de droit privé. Alors si c'était des gendarmes, vu que c'est l'armée, ça porte un autre nom. Mais ça serait quand même choquant. Ça choquerait les citoyens. Pour les forestiers, ça ne l'est pas. Pourtant, nos missions de police, on les mène tous les jours. Sur d'autres domaines que les policiers. Hein. Mais on les mène tous les jours. Pour commencer peut-être à parler des pratiques concrètes qui sont nouvelles, enfin, bon, qui ont lieu maintenant quand même depuis un paquet d'années, mais qui s'accélèrent, qui s'accentuent. Peut-être Mathilde, sur la question des coupes rases, parce que toi, c'est vraiment un sujet que tu as porté plus spécifiquement suite à ta commission d'enquête et via une proposition de loi. Qu'est-ce que c'est les coupes rases? Dans quels endroits en France elles sont les plus pratiquées, à quelle fin? Bon, on le sait, en fait, ça facilite
le travail ensuite vis-à-vis du bois, parce que c'est drastique quoi, comme méthode. Mais qu'est-ce que tu avais mis comme levier éventuellement dans ta proposition de loi pour remédier à ça, dans quelle mesure, etc. En fait, la question des coupes rases, je pense que l'endroit où on le voit le mieux, c'est le Morvan. Il faut imaginer un paysage qui est un peu vallonné, comme ça, c'est le Morvan. Et puis, vous avez donc les forêts. Alors, le mieux pour le voir, c'est l'automne. Vous avez les forêts avec leurs jolies couleurs, du jaune, du orange, du rouge, bref, les couleurs des feuilles en automne. Et puis, d'un coup, vous voyez des taches d'un vert noir qui sont... des parcelles de forêt de Douglas qui peuvent prendre l'ensemble d'une petite montagne, quoi. Et il faut imaginer que cette parcelle, elle va être coupée d'un coup, du jour au lendemain et en une seule fois. Donc, du jour au lendemain, vous allez avoir une énorme coupe rase donc qui modifie profondément le paysage. Et je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles aussi, dans le Morvan, il y a une mobilisation citoyenne aussi forte. C'est que vraiment, c'est une modification profonde pour les gens de l'endroit où ils vivent. Donc, je le disais, généralement, alors le Morvan a en plus la chance d'avoir une des plus lourdes machines, puisqu'ils ont une machine à 50 tonnes. Donc, il faut imaginer 50 tonnes. Un sol forestier, c'est assez... Hannibal, je crois. Voilà, qui s'appelle Hannibal. Voilà, il faut Quel quand même nom. le noter. Et un sol forestier, il faut savoir, c'est pas très épais, un sol forestier. Donc, généralement, on nous raconte que la première fois où vous y allez, quand vous replantez, ça va parce que le sol résiste encore un peu. La deuxième fois, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Et la troisième fois, c'est là où ils commencent à mettre des pesticides. Alors quand nous, on dit on va interdire les pesticides en forêt, on peut parler par exemple avec un apiculteur qui s'était installé en forêt et qui, d'un coup, a vu toute sa colonie d'abeilles en train de mourir parce qu'il y avait des pesticides. Quand on leur dit on va arrêter les pesticides en forêt, ils nous disent mais on n'en met pratiquement pas. Donc interdisons, très bien, interdisons si vous n'en mettez pratiquement pas. Mais donc avec des effets sur le sol, ensuite sur la filtration d'eau, sur, je disais, qui libère du carbone de manière très forte et donc il y a un problème sur la question du puits de carbone qu'est la forêt. Et sur la biodiversité en général, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. En fait, un champ d'arbres n'est pas une forêt. Donc, vous vous baladez dans un champ d'arbres, vous entendez pas d'oiseaux, vous n'avez pas de bois mort, vous avez pas... vous êtes dans un champ, en fait. Un champ industriel d'arbres. Généralement, pourquoi est-ce qu'on a pris souvent des résineux ou du Douglas ? C'est parce qu'on a adapté aussi les scieries à ça. On avait 15 000 scieries à peu près dans les années 60. Aujourd'hui, on n'en a que 1500. Et puis, on va généralement envoyer les arbres soit pour faire du bois énergie avec un rendement extrêmement mauvais et un bilan carbone désastreux, soit on va les envoyer à l'étranger. On parle souvent de la Chine, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'on va envoyer les troncs en Chine et puis ils vont nous revenir sous forme de parquets, de meubles 4 à 10 fois plus chers et en ayant fait le tour de la planète. Donc, on est vraiment sur une aberration terrible. Et donc, nous, ce qu'on demandait avec cette proposition de loi, c'est que la coupe rase soit une exception, en fait, et pas la norme. Tout à l'heure, on parlait des plantations. Tu disais, je ne sais pas s'il y a certains endroits où il n'y aura pas besoin de plantation, peut-être. Enfin, il faut pas s'exclure ça. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut des lois, parce que c'est à partir des lois, parce qu'on parlait de la forêt privée notamment, c'est avec les lois qu'on permet de choisir et de décider démocratiquement des règles sur la forêt comme bien commun qui n'appartient à personne mais concerne tout le monde. Et donc, on dise que, par exemple, la coupe rase, sauf un pass sanitaire avéré, donc de manière très précisément décrite dans la loi, eh bien, que les coupes rases soient interdites. Et on ne le fait que comme une exception et pas comme une norme qui est en train de se généraliser dans la forêt avec des conséquences. Ce qu'on dit, ça se fait dans tous les services publics, c'est vrai, malheureusement. Il y a des endroits où le service public, lorsqu'il est affaibli à ce point-là, ça a des conséquences beaucoup plus fortes. Et en plus de ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? De petit à petit, priver l'État des compétences humaines que sont les agents de l'Office national des forêts, c'est que petit à petit, vous livrez la forêt aux multinationales. Parce que quand vous n'avez plus d'expertise publique, eh bien, vous laissez toute la place aux multinationales pour décider, elles, de ce qu'elles veulent faire, en fait, de la forêt. Elles ont le champ absolument libre pour ça. Donc, nous, ce qu'on demande avec la loi et la loi cadre des différentes propositions qui ont été travaillées notamment aux assises de la forêt, c'est qu'on ait ce débat démocratique et ce choix démocratique sur ce qu'on veut pour l'avenir. Parce que, eh bien, je crains que si on continue comme ça, mais on
va s'en occuper en 2022. Mais si on continue comme ça, eh bien, on se retrouve avec toutes nos larmes pour pleurer, comme pour l'agriculture, dont tout le monde sait que c'est un désastre. Et puis après, avec plein de gens qui vous disent « Ouais, mais en fait, on est obligé de continuer comme ça. Et c'est impossible d'avoir un autre modèle alors qu'il existe déjà dans le pays, et pour l'agriculture et pour la forêt. » Et que finalement, on nous bloque, en fait, on nous met dans une impasse d'un modèle dont on ne sait plus sortir parce que, justement, eh bien, cette discussion démocratique n'a pas eu lieu. Oui, je voudrais juste ajouter une petite chose sur les coupes rases. Il y a une propriété forestière qui est chevillée encore dans ce pays. Il y a 75% des forêts françaises qui sont privées. Et c'est une propriété qui est très morcelée. Donc il y a de très très grandes surfaces forestières et à côté de ça des tout petits propriétaires qui sont quelquefois très attachés à leur forêt ou alors qui ont juste ça dans leur portefeuille, ils ont même oublié où c'était. Donc il y a un petit problème de gestion de ce côté-là. Mais sur les coupes rases, le fait que ce soit des propriétés privées, c'est un argument qui est renvoyé contre cette interdiction. Je pense que peut-être, Cyril, tu pourrais compléter, mais d'après ce que j'ai compris de forestiers qui travaillent dans le Morvan où je suis, quand on coupe une parcelle, les parcelles environnantes sont impactées. Moi, j'ai des témoignages de propriétaires de hêtraies, par exemple, qui ont vu leur hêtre mourir de chaud parce que la parcelle d'à côté était coupée à ras et donc elle était chauffée à blanc. Donc une coupe rase a une conséquence là où elle existe et elle a des conséquences également autour. Voilà. Peut-être tu peux donner une... C'est ce que l'on voit aussi dans le phénomène de dépérissement. Quand il y a une forêt qui meurt, des fois même un individu, on voit que les individus autour ont plus de lumière, plus de chaleur et souffrent plus quand c'est des dépérissements dus à la chaleur. C'est effectif. Et puis, il y a un point énorme dans toutes ces pratiques dont on parle peu parce qu'on le connaît mal, c'est le sol. Le sol devrait être quasiment la chose que l'on respecte le plus en forêt, plus encore que les arbres. On devrait peut-être parfois même sacrifier des arbres au profit du sol, mais on fait bien souvent l'inverse. Et le sol, lui, il lui faut un temps encore plus long que les arbres. Et il y a plein de processus dans le sol que nous ne connaissons pas. Quand on fait une coupe rase, que derrière on passe un bulldozer et que derrière on plante, on a détruit quasiment toute la faune du sol, mais aussi toutes les mycorhizes du sol, cette vie de champignons mycorhiziens que l'on connaît quasiment pas. Il y a très peu de recherches sur le sujet, il y a très peu de recherches sur la biologie en général, mais sur celui-là encore moins. C'est quelque chose que l'on ne connaît pas encore, qui est un monde inconnu de nous et qui semble être un monde hyper important pour la forêt en tant que milieu. Vas-y, Mathilde. Ouais, juste un petit point dessus, non, parce que qui dit coupe rase dit aussi souvent monoculture derrière. Et je pense qu'il y a quand même un point qui est important pour que tout le monde comprenne. C'est exactement le même principe que quand vous avez une ferme aux 10 000 vaches, par exemple. Si l'une a une maladie, vous comprenez bien qu'elles l'ont toutes. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les monocultures. Et une des choses qui a bien été montrée dans le rapport, notamment sur le lien forêt-climat, forêt-carbone, notamment par Gaëtan Dubus, c'est que, en fait, les forêts, on a besoin de laisser vieillir les forêts. Aujourd'hui, on a 79% des arbres qui ont moins de 100 ans. Donc, on a besoin de les laisser vieillir et d'exploiter par petites touches, mais pas en faisant comme on fait. Et la deuxième chose, c'est que des forêts qui, elles, sont diversifiées, ont beaucoup plus de chances d'être résilientes aux différents aléas climatiques qu'on a que des forêts en monoculture, où en plus de ça, on a joué un peu aux apprentis sorciers, quoi, à des moments, quoi. C'est-à-dire en disant, bon, bah, cet arbre-là, c'est l'arbre miracle, on va le planter partout, et puis il va tenir, bon, ce qui a amené à des échecs terribles, ce qu'ils sont en train de refaire, je crois, avec, dans le plan de relance. Je pense qu'ils vont arriver à des choses pareilles, en se croyant plus intelligents que tout le monde et en choisissant 1 à 2 espèces qui vont planter à fond. Et ça, c'est vraiment très, très dangereux pour la résilience des forêts. C'est pour ça qu'on parlait de la loi climat et résilience, que c'est quand même une hérésie qu'on n'ait pas ces questions forestières dedans. Et peut-être pour terminer, sur la question de la propriété privée de la forêt, il y a un problème de conflit d'intérêts quand même auquel il faut s'attaquer à un moment, notamment avec des coopératives qui viennent expliquer aux propriétaires forestiers qui à la fois font du conseil aux propriétaires forestiers privés
qui parfois ne connaissent pas bien la forêt d'ailleurs, et aussi la vente et notamment les travaux forestiers qui vont avec. Donc il y a là aussi des conflits d'intérêts sur lesquels il faudrait quand même réglementer dans la loi pour arrêter avec ces conflits d'intérêts qui sont quand même qui vont dans le sens de faire justement beaucoup de travaux et souvent des travaux qui ne sont pas favorables à l'intérêt général, ni même d'ailleurs à l'intérêt du propriétaire. Peut-être. Oui, Élie, je voulais aussi parler de gens qui subissent cela vraiment. C'est tous les petits entrepreneurs qui achètent du matériel de débardage, etc. C'est ces gens que l'on voit dans des grosses machines, qui souvent sont leurs machines, et on se dit « Oh là là, ils travaillent dans n'importe quel temps, ils font n'importe quoi ». C'est des gens qui sont orientés vers ce type de produit. Il n'y a quasiment plus de fabrication en France. C'est du matériel qui vient des États-Unis, de Suède, donc sur des formats faits pour ce genre de forêt industrielle, qui coûtent des sommes faramineuses, inimaginables. Ça représente pour certaines petites entreprises des 5 000, 6 000 euros par mois de remboursement. Donc, ils sont obligés de tourner tout le temps, dans des situations, des fois sans même pouvoir sortir un salaire pour payer une machine. Et ça, c'est quelque chose à voir, parce qu'on n'a pas engagé que la forêt dans un système néfaste. On engage aussi ces gens-là. Et quand on parle de la souffrance des agriculteurs, que tout le monde voit, où beaucoup sont dans cette souffrance à cause de ce même système de prêt bancaire, de remboursement sur 5 ans d'une machine qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, eh bien, on a des gens qui sont dans des détresses folles. Et ces gens les obligent en plus à travailler en temps de pluie, et qui les alors que c'est mauvais, on le sait. Même s'ils savent que ce n'est pas bien, ça les oblige à travailler d'une manière pas normale. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Parce qu'il y a, par exemple, il y a une loi qui interdit aux agriculteurs de couper les haies pendant la période de nidification des oiseaux. Jusqu'à la mi-juillet, on n'a pas le droit de couper une haie dans ce pays, ce qui est très bien. Par contre, la forêt, on peut toute l'année. Et ce sont souvent de propriétés privées, donc il n'y a absolument aucune raison qu'on continue d'autoriser de couper des arbres au printemps, en sachant de plus que la qualité du bois sera amoindrie, puisque si on a coupé le bois pendant des siècles l'hiver, c'est précisément parce que c'était le meilleur moment pour le couper, pour avoir la meilleure qualité possible. On en a un petit peu parlé, mais sur la question de la séquestration du carbone dans les forêts, peut-être que c'est important d'en dire un mot sur qu'est-ce que capte aujourd'hui la forêt française et pourquoi cette question est essentielle aussi, et pourquoi c'est du coup une aberration qu'on n'en ait pas parlé dans le projet de loi climat notamment. Cette question du carbone, je ne sais pas si Mathilde, tu veux en dire un mot ? Si, alors c'est effectivement ce qu'il y a notamment dans le rapport vraiment précieux qui a été fait notamment par Fern, le RAF et Canopé. Vraiment des alternatives forestières. Exactement. Non, mais c'est vraiment précieux parce que ça nous donne des données que jusqu'alors on n'avait pas et qui sont toujours débattues, notamment par le gouvernement et ce fameux ministre qui ne fait que de nous dire qu'il a fait les eaux et forêts et qu'il est ingénieur et donc qu'il y connaît tout et que tout est magnifique et qu'il faut continuer comme ça, qui montre notamment que, donc ce que je disais tout à l'heure, on a besoin de laisser vieillir nos forêts, on a besoin de les diversifier. Il y a notamment ce chiffre qui je trouvais assez intéressant qui montre que on aurait stocké 10% de carbone en plus si on avait laissé des forêts feuillues, en fait, plutôt que de les mettre en monoculture, ce qui, je crois, est quand même assez intéressant. Et en fait, qui a montré que, déjà, la gestion forestière alternative, on peut l'appeler comme ça, à couvert continu, en futée régulière, qui est opérée par pas mal de gens dans le pays, je veux dire, et en fait, une méthode, qui respecte beaucoup plus le puits de carbone que sont les forêts, déjà de 1, donc c'est déjà intéressant en soi, la biodiversité qui s'y trouve, mais en plus de ça, qui peut être économiquement tout aussi intéressante que le modèle industriel, notamment par une meilleure valorisation des bois,
qu'on arrête de les envoyer à l'autre bout du monde, qu'on arrête... Enfin, je veux dire, tout ça sont des aberrations sur lesquelles il va vraiment falloir arrêter. Et réfléchir à des usages les plus nobles du bois, parce que c'est aussi avec ça qu'on continue à avoir un stock de carbone qui est le plus optimum possible. Il y a une des autres choses qui, pour nous, est importante et qui est dans la loi cadre que nous, on veut porter, c'est aussi de reconnaître que la libre évolution est un choix de gestion en soi qui peut être opéré et où, selon les discussions, entre 15 et 25% des forêts pourraient être laissées en libre évolution. Là aussi, avec un puits de carbone, et des refuges de biodiversité surtout qui sont intéressants. Et que impérativement, ce qu'il faut stopper, mais Marianne, tu vas compléter, mais impérativement, ce qu'il faut stopper, c'est de dire qu'on va faire exploser les prélèvements de bois dans les forêts, parce que ça, c'est croire que nous sommes dans un monde sans aucune limite. Or, nous sommes dans un monde avec des limites. Et donc, ce qu'on demande, ce qui est quand même pas quelque chose de délirant, je crois, c'est de rester sur un niveau de prélèvement qui est celui de 2017 et d'arrêter d'augmenter les prélèvements et ensuite de travailler sur une valorisation pour la première et la deuxième transformation du bois qui, elle, changerait radicalement et avec des méthodes de sylviculture qui arrêtent d'être des méthodes, je vais appeler ça bourrines, en fait, non, mais qui sont des méthodes industrielles. Enfin, il faut comprendre quand même, la forêt, ça aiguise les appétits des multinationales de manière extrêmement forte. Je vous avais pris ces chiffres-là juste pour que vous vous rendiez compte. Tout à l'heure, on disait la forêt n'appartient à personne. Ça, c'est la théorie du bien commun général. Quand on regarde dans les faits, Carrefour a 80 000 arbres dans le massif landais. Quick a financé 14 800 arbres dans les Landes, là aussi. L'enseigne Boulanger a planté 60 000 arbres dans les Landes. Le principal producteur de pellets en France est Total. Et AXA possède aujourd'hui une superficie proche de celle de la forêt de Fontainebleau, soit 12 000 hectares. Donc ça aiguise quand même bien les appétits, la forêt actuellement. C'est d'ailleurs une niche fiscale, il faut quand même le dire que c'est une niche fiscale, la forêt. Tout l'enjeu, c'est de stopper en fait une gestion complètement court-termiste de la forêt. Voilà, on a essayé d'adapter la forêt au court terme et au temps capitaliste. Nous, ce qu'on demande, et c'est ce qu'il faudrait faire notamment pour que le maximum de capacité de stockage de carbone soit possible pour les forêts françaises, de remettre du temps long, de la planification, du service public. Enfin, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce que fait ce gouvernement actuellement. Oui, on dit, les associations de défense de la forêt disent souvent, quand tu plantes, c'est que tu t'es planté. Les plantations en forêt, j'ai discuté avec quelques confrères de Cyril Gillet qui m'ont confirmé tous la même chose, c'est qu'il y a un facteur qui n'a pas été prise en compte absolument pas dans le plan national bois-forêt qui est issu d'une loi de 2014 ou 2015 sur la forêt. On n'a pas anticipé du tout les effets du réchauffement climatique. Le résultat, c'est qu'on a poursuivi et été plus loin dans le mode d'industrialisation de la forêt. Donc, on rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, on coupera, derrière, on plante. Le problème, c'est qu'il y a entre 20% et quelquefois 80% des plants qui meurent, tout simplement, qui ne survivent pas, en fait, aux sécheresses qui suivent. Et le fait de ne pas avoir tenu compte du réchauffement climatique dans les prélèvements de bois sur la forêt, ça veut dire qu'il faut maintenant prendre conscience immédiatement. Et puis, il faut réviser les chiffres. Peut-être, Cyril, tu pourrais nous donner un éclairage plus précis sur l'état de santé des forêts, puisque c'est quand même une mortalité qui commence à devenir considérable. On a, pour rappel, sur les 5 dernières années, on a eu les plus grosses sécheresses en Europe depuis 2000 ans, quand même. Depuis avant notre ère. Donc on est face à une catastrophe intégrale et se dire qu'on va continuer sans aucun problème à augmenter de 70% parce que c'est 70% de prélèvement de bois en plus d'ici 2050, c'est ce qui est prévu. Se dire on va continuer à faire ça, c'est totalement irresponsable. Bien, sur les mortalités, on voit plusieurs choses. On voit déjà des mortalités de masse sur certaines essences. L'épicéa en plaine. Alors là, ça a été radical. Une attaque d'un insecte, le scolite. Bon, la sécheresse qui a affaibli les arbres. Et les arbres, l'épicéa de plaine va disparaître, sans doute.
on a vu des hêtres qui étaient fortement touchés. Donc la hêtraie région Lorraine a été très fortement touchée. Je n'ai pas de surface à donner. Bon, les épicéas, on voit des massifs de 7000 hectares disparaître d'un coup. Ça, c'est une surface, ça commence à se voir. Mais il y a aussi toute la mortalité diffuse. On voit dans des peuplements de chênes, des chênes mourir. Bon, un chêne de 150 ans qui allait très bien, mourir d'un coup, c'est quelque chose qui surprend le forestier, qui l'interroge, et il s'interroge sur le pourquoi. Alors, dans la forêt où je suis, on étudie cela, on fait un suivi des arbres pour voir ce qu'il en est. On voit aussi que là, on a perdu de la connaissance. Les chênes, il y a deux chênes différents, du moins dans nos forêts au nord autour de la Loire. C'est le chêne sessile et le chêne pédonculé. Il y en a un, le sessile, qui pousse plus lentement, qui a besoin d'un peu moins d'eau, voilà, et le chêne pédonculé qui pousse plus vite et qui a besoin de plus d'eau. Eh bien, dans une forêt comme la forêt des Bertranges, en 1932, l'aménagiste, donc celui qui faisait un plan sur 30 ans, avait déterminé les zones avec du chêne sessile et du chêne pédonculé. Très bien, je veux dire, c'est quelque chose d'assez intéressant, ça prouve qu'il a fait son travail. Eh bien, de 1960 jusqu'au dernier aménagement, on n'a plus fait ce travail-là. C'est-à-dire que les chênes, on les a considérés comme identiques, qu'ils soient sessiles ou pédonculés. On s'aperçoit maintenant qu'en cas de sécheresse, les chênes pédonculés sont plus sensibles. Je ne dis pas qu'ils meurent plus, ils sont plus sensibles, on voit des effets. On voit sur certains peuplements, nous on a calculé sur une parcelle ou deux, où on était à 17% d'arbres qui étaient dépérissants, ce qui est très fort. Ils ne sont toujours pas morts. Parce que je ne veux pas non plus laisser penser, crier au loup, comme on fait souvent. Non, on voit des arbres aussi qui changent de forme, ne meurent pas et changent de forme. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que ce que l'on peut aujourd'hui estimer n'arrivera peut-être pas comme on l'estime. Il va y avoir des gros changements, mais on ne les connaît pas encore tous. Je peux dire un truc là-dessus? Non, mais c'est hyper important parce que tu me corriges si je me trompe, mais l'épicéa, c'est aussi parce qu'on l'a pas du tout planté à la bonne station. Alors, l'épicéa fait partie des essences miracles. Ouais. C'est-à-dire qu'à une époque, principalement après-guerre, il fallait planter. Alors, cette idée de la plantation, elle est arrivée il y a très longtemps, parce qu'on se souvient que la France a gagné des territoires par la plantation. Je vais reparler de ça, mais les Landes... le port de Bordeaux qui s'asséchait, du coup on a planté. Bon, il y a eu toute une histoire de plantation. Et moi, quand j'ai fait mes études forestières, il y a très très longtemps, eh bien, la matière où le coefficient était le plus élevé, c'était reboisement artificiel. C'est-à-dire comment reboiser de manière artificielle des terrains. Et donc c'est resté dans la culture forestière. C'est pour ça que quand un ingénieur, même ministre, dit quelque chose, c'est qu'il l'a sans doute appris comme tel. Et qu'il y a beaucoup à faire sur l'éducation des forestiers, je pense. Donc, le reboisement était l'alpha et l'oméga. Et quand on se plonge dans des livres sur l'histoire de la forêt, pas très anciens, certains des années 40, 50, 60, j'en ai trouvé un où c'est un ingénieur de l'ONF, un ingénieur général de l'ONF, qui cite toutes ces essences merveilleuses qui vont reboiser notre beau pays. Il en cite une dizaine, il n'y en a qu'une qui a survécu. Alors, il en a cité, parce qu'on a aussi le pin sylvestre en plaine qui est en train de mourir. Ouais. Il cite l'épicéa. La seule qui a survécu jusqu'à présent, c'est le Douglas, qui à ce moment-là semblait être une essence intéressante, alors qu'il cite d'autres essences que les forestiers ont pour certains oubliées et d'autres ont bien voulu oublier. Si je parle du sapin grandis aujourd'hui, ça dira plus rien à personne. Toutes les plantations de ce sapin sont mortes il y a 15 ans de ça. Vous voyez, donc c'est ce phénomène-là de disparition de certaines essences n'est pas neuf, surtout dans les essences plantées. Et en effet, l'épicéa a été planté pour faire du volume, des mètres cubes de bois, mais pas dans le but de faire des biotopes, quoi. Et parce que l'épicéa, normalement, c'est plutôt dans la montagne au départ. Oui, c'est... Du coup, l'avoir planté en plaine, enfin, moi, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure un peu faire l'apprenti sorcier, parce que, en fait, il y a quand même deux choses, juste pour que tout le monde comprenne bien. Il y a deux arguments que donnent les lobbies régulièrement pour pas changer le modèle, en fait. Enfin, pour continuer l'industrialisation tant qu'ils veulent. Le premier, c'est de dire, c'est ce que tu as dit tout à l'heure et qui est très important,
mais regardez, tout va bien, la superficie forestière en France augmente. Et nous, ce qu'on dit, et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que, alors oui, ça augmente, ok, mais sauf que la malforestation augmente aussi, et que c'est ça qu'il faut prendre en compte, le bon état écologique des forêts, etc. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est, et c'est pour ça que tu disais aussi, je pense, tout à l'heure, je ne veux pas paraître catastrophiste non plus sur l'état des choses, c'est regarder, la forêt va très très mal, tout est en train de mourir, donc on n'a qu'à replanter une essence qui résistera plus, ou on va choisir une ou deux essences miracles, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et donc, en fait, c'est un argument pratiquement qui est fait pour en fait, raser certaines des forêts en disant, de toute façon, elles vont être malades, de toute façon... Et nous, ce qu'on dit, c'est, vous jouez aux apprentis sorciers en faisant ça, et on a déjà des exemples de ce que ça a créé, on en a encore aujourd'hui, donc il faut quand même tirer des leçons de ce qui s'est passé dans notre histoire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que dans ce temps d'incertitude du dérèglement climatique, ce qu'on disait sur la nécessité d'avoir un service public fort, d'avoir des personnes qui justement observent, regardent comment les espèces interagissent entre elles aussi. Il faut se baser sur ce qu'on sait par contre. Et ce qu'on sait, c'est qu'une forêt plus ancienne va capter plus de carbone, c'est qu'une forêt qui est mélangée a beaucoup plus de chances de survivre aux différents aléas climatiques qu'une forêt en monoculture. Donc à partir de là, il y a des pratiques qu'on doit interdire, arrêter et ne pas croire qu'on va tout remodeler avec des choses qui fonctionneront merveilleusement bien parce que en fait, tout notre passé montre le contraire. Et donc arrêter avec cette espèce d'arrogance en fait, qu'a le gouvernement sur cette question-là, notamment, mais pas que ce gouvernement-là, ça date d'il y a longtemps. Et vraiment se méfier de ces deux arguments des lobbies qui sont des arguments assez fallacieux quand même sur cette question forestière. Sur les essences miracles, donc l'épicéa est effectivement l'épicéa, c'est le sapin de Noël, celui qui perd ses épines. Pour ceux qui voilà, c'est pas un sapin, c'est un épicéa. Il y a le Douglas qui n'est pas un sapin non plus, c'est un pin. Le Douglas, j'ai cru lire qu'il commençait à être touché par quelques petites bestioles par-ci par-là. Donc il n'y a aucune raison en fait pour que le risque ne soit pas le même que pour l'épicéa, puisque ce sont des monocultures. Et juste le nom de la bête, je ne sais plus. Et sinon, sur les plantations, M. Erdogan a eu un grand plan de plantation chez lui en Turquie de millions d'arbres. Ils sont tous morts. Sur les essences miracles, je crois qu'on parle du cèdre comme un arbre tellement génial qui pourrait résister à la sécheresse. Le léger souci, c'est qu'il résiste à la sécheresse parce qu'il a une capacité à avoir des racines qui creusent très très profond. Si on installe des cèdres sur des sols qui sont tassés préalablement par des machines du type Hannibal de 50 tonnes, on va avoir un problème. Il y a des cèdres qui meurent aussi en France. Donc effectivement, la question, c'est de devoir faire un choix. Et le choix, je crois, moi, il est possible entre une sylviculture intensive et puis une sylviculture douce, qui peut remplir toutes les fonctions de la forêt, la forêt en tant que biodiversité et pas seulement en tant que mètre cube de bois. Voilà, parce qu'il y a quand même un truc qui est frappant aussi. Alors peut-être, Mathilde, tu pourras dire ça. Si, au niveau légal, il n'y a quand même pas moyen de quantifier, s'il faut quantifier la forêt. D'ailleurs, la question peut se poser. Autrement qu'en mètre cube de bois. Tous les documents qu'on peut lire ne parlent que de mètres cubes de bois, sans parler d'autre chose, sans parler de la biodiversité, comme le disait fort justement Cyril tout à l'heure. Voilà, donc sur la sylviculture douce, peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est que de travailler en sylviculture douce quotidiennement, je veux dire. Alors, déjà, je tiens à préciser que ce n'est pas du tout ce qui se fait là où je travaille, parce qu'on parle des coupes rases, mais il y a d'autres systèmes où, sans faire de plantation, on arrive à un moment à raser le peuplement. C'est quand même quelque chose qui existe. Et dans la plupart des forêts françaises, ça existe. C'est-à-dire qu'on fait des coupes successives, mais au bout d'un moment, on rase tout. Quand on a obtenu des semis pour le chêne, quand on a au sol des chênes qui font 1 mètre de haut, les semenciers au-dessus sont enlevés. Donc, on a quand même un phénomène proche de la coupe rase. Ce qu'on appelle sylviculture douce, c'est souvent des sylvicultures à couvert continu, c'est-à-dire que l'on va aller dans la forêt, enlever des arbres, pas forcément du même diamètre, pas forcément de la même essence,
afin d'essayer de profiter aux arbres qui restent, profiter aux jeunes semis pour pousser, et que tout cela vive en même temps. Alors, ça demande, de toute façon, plus de technicité. Il est évident qu'il faut être mieux ressentir la forêt, avoir plus de connaissances. Déjà, il faut... Moins bourrin, oui. Non, mais c'est le terme est juste. Et il faut, par exemple, savoir quel va être le comportement d'un être en pleine lumière et d'un chêne en pleine lumière. Ce n'est pas du tout le même comportement. Ça, il faut le savoir. Pour savoir si on va enlever un être aujourd'hui ou dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça demande un travail très fin. Ça demande aussi un suivi très fin. Parce que si vous faites cela, vous allez avoir des engins qui vont venir en forêt aussi, hein, parce qu'il ne faut pas penser que le cheval va remplacer le tracteur d'ici peu. C'est clair, on le sait, ça ne va pas être aujourd'hui. On va avoir des engins en forêt. Ces engins-là, on devra avoir des gens pour surveiller leur travail. On devra avoir des gens qui sont rémunérés correctement pour ne pas être poussés à la faute. Je veux dire, là aussi, on parlait de biotope pour la forêt, mais il y a tout un biotope dans la gestion forestière. Parce qu'après ces bois-là, quand vous avez au bord d'une route 2000 Douglas alignés, tous de la même taille, vous comprenez bien que pour un industriel, c'est du pain béni. Il vient, il sait exactement ce qu'il va trouver avant même d'arriver. Il met ça dans des machines qui sont calibrées, avec des machines calibrées, et ça sort du bois calibré. Merveille de la non-nature. Vous arrivez sur une coupe en futée irrégulière, vous allez trouver du charme, du chêne, du hêtre dans nos climats, de la lisier, du merisier, que sais-je. Et là, il va falloir un acheteur qui puisse soit trier tout ça et le vendre différemment, soit l'utiliser. Mais il y a très peu d'acheteurs encore capables de faire cela. Je ne dis pas qu'ils le veulent, mais déjà qui en sont capables. Il y en a très peu. La plupart sont allés vers l'industrialisation parce que c'est ce qui leur rapportait le plus. C'est tout un système. Le bois est utilisé en grande partie dans la construction. La construction demande des bois normalisés. Donc pour ça, des tailles, des formes. Donc tout est fait dans ce sens-là. C'est un peu ce qui a poussé toute la filière à diriger la forêt. Pour continuer sur ce sujet-là, sur l'usage du bois, c'est aussi des questions sur lesquelles tu as pas mal travaillé, notamment avec Michel Philippot et toutes les personnes qui discutent des questions de construction à la France Insoumise. Est-ce que tu veux dire un mot sur nos propositions là-dessus? Qu'est-ce qu'une sylviculture douce et différente pourrait permettre aussi de faire au niveau de l'usage du bois en France? En fait, là, je trouve que en disant ça demande plus de savoir-faire, on comprend en fait tout ce que ça veut dire derrière. C'est que tout comme les paysans aujourd'hui, on leur demande en fait finalement des gens qui épandent des pesticides et qui petit à petit perdent leur savoir-faire. Eh bien, en fait, on fait perdre le savoir-faire aussi aux forestiers, alors que c'est ce savoir-faire qui est précieux et qui permet d'être à la hauteur des enjeux. Et de même, quand je vous disais tout à l'heure qu'on est passé de 15 000 scieries en 1960 à 1500 scieries, on a petit à petit normé le bois, c'est exactement ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire privilégier un bois qui a donc la même taille, le même âge. Donc on a beaucoup de mal d'ailleurs avec les bois beaucoup plus anciens, les arbres plus anciens, on a beaucoup de mal parce qu'il y a très peu d'endroits qui savent encore où il y a encore les machines en fait pour pouvoir le faire, hein, tout simplement. C'est même une question d'investissement en fait. On a orienté l'investissement vers des machines qui font toutes le même calibre. En fait, on a copié ce qui se faisait dans les pays du Nord qui eux ont principalement du résineux, qui eux ont 3 essences, je crois. Nous, on en a 136 essences en France. C'est pour ça que c'est absolument absurde d'avoir fait ça sur la France. On en arrive à une situation, c'est ce que je disais, où on a la 3e forêt européenne en France. Pourtant, la filière bois représente 12% du déficit commercial. Donc on se rend bien compte là qu'il y a un énorme problème. Et donc on a privilégié des grosses scieries et ensuite de l'usage du bois, qui est de l'usage où là aussi, en termes de cycle, etc., on essaye d'aller au plus rapide. Bon, on va brûler, comme on fait à Gardanne, l'équivalent quand on brûle 10 arbres. En fait, il n'y en a que 3 qui sont vraiment efficaces en termes énergétiques. Le reste est juste brûlé comme si c'était brûlé pour rien, quoi. Du gâchis.
Donc vraiment, il faut revoir ça profondément. Donc il va falloir réinstaller des petites scieries à plein d'endroits, aider à l'investissement pour qu'on arrête d'être juste dans des choses normées. Et une des choses sur lesquelles j'ai effectivement beaucoup travaillé avec Michel Philippot, c'est la question de l'éco-construction. Lui, il prend un exemple très simple, il dit, vous prenez 2 endroits, vous prenez la ville de Shibam au Yémen, qu'on appelle la Manhattan du désert, qui a été construit il y a je ne sais pas combien de temps, mais il y a très longtemps, des immeubles en terre crue. Et vous prenez Dubaï, où cette fois-ci, on a construit des buildings en béton et en verre. Et le point commun entre ces 2 endroits, c'est que, il fait régulièrement 45 degrés l'été. Eh bien, à Shibam, au Yémen, dans les immeubles en terre crue, vous n'avez pas besoin d'avoir de climatiseur, alors qu'à Dubaï, vous avez besoin de climatiseur à tel point, et il faut quand même se tenir sur sa chaise qu'on entend ce chiffre, à tel point qu'en 30 ans, la température extérieure de la ville a augmenté de 6 degrés. Donc, du fait des climatiseurs. Donc c'est absolument terrifiant. Donc, il y a tout un mouvement pour aller vers de l'éco-construction sur la bois, terre, paille notamment, qui pose une vraie question aussi qui est aussi une vraie manière de répondre à la question des déchets, puisque on a 40% des déchets en France qui viennent du secteur du BTP. Donc, et là encore, là je vais les citer, c'est pas moi qui dis ça, mais par exemple un cimentier qui nous disait, nous on nous demande de faire de la merde, mais si on voulait, on pourrait faire autre chose, parce que nous on a une connaissance fine de la résistance des matériaux entre eux, etc. Donc là aussi, des gens, en fait, qu'on emploie sur des chantiers, avec parfois des travailleurs détachés, dans des conditions sociales terrifiantes, alors que là, on pourrait justement avoir de la formation, faire travailler beaucoup plus des artisans que des multinationales et avoir un grand plan de planification sur comment est-ce qu'on développe l'éco-construction plutôt que du béton à tout va, avec ce que ça implique en termes de sable, d'eau, tout ce qu'on connaît très bien. Donc voilà, donc la question c'est de développer de la formation, ça c'est quand même la chose la plus importante. Michel Philippot par exemple s'est battu pour avoir une filière de formation, plutôt un moment de formation avec des étudiants dans un lycée, en plus ça les intéresse énormément, ou un BTS peut-être. Il a eu un temps de formation, mais c'est la bataille pour avoir ces quelques semaines de formation sur l'éco-construction. Donc il faudrait une volonté politique de dire maintenant on met l'accent sur cette question-là. Et typiquement, là aussi, on aurait besoin de revoir tous les savoirs qu'on a sur cette question-là. On nous disait sur la terre, par exemple, que vous soyez en Bretagne ou dans le sud ou dans le nord, vous avez des terres qui vont avoir des propriétés différentes. Par exemple, lui, il avait proposé de faire un inventaire des différentes terres et de leurs caractéristiques en lien avec justement des artisans qui font ça. Il faut savoir que dans notre pays, par exemple, parce qu'on a beaucoup souffert de l'histoire des 3 petits cochons, on a déjà 5000 bâtiments en paille. Ça va aller de la crèche au lycée, au collège, à la maison de retraite. Donc c'est tout à fait possible d'aller vers ça, mais ça veut dire recréer des filières. Ça veut dire arrêter d'avoir une forêt qu'on maltraite complètement pour envoyer tout à l'autre bout de la planète et recréer vraiment des filières en lien avec des métiers, donc en lien avec de la formation de personnes et à qui, là aussi, on demande, on réimbrique ça dans du sens, dans un circuit qui se fait et non pas d'être un opérateur, d'être quelqu'un qui obéit à des ordres et qui doit travailler sur des chantiers dans des conditions absolument terrifiantes, alors que pour le coup, avec l'éco-construction, on aurait à la fois sur la question des déchets, à la fois sur l'économie en termes de bilan carbone. On estime que si on allait vers l'éco-construction vraiment en mettant la priorité politique dessus, on pourrait baisser de 50% les émissions qui sont liées au secteur de la construction et à la vie du bâtiment d'ici à... d'ici à 20 ans, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui permettrait d'économiser de manière extrêmement forte les émissions que nous émettons, et c'est quand même un des points les plus importants sur lequel on doit agir, en plus de remettre du sens dans les métiers. Et Michel Philippot, qui avait fait un énorme travail, puisqu'il avait fait plus d'une centaine d'auditions avec différents experts, directeurs de lycées agricoles, etc., avait estimé qu'on aurait du coup dans ce secteur-là la possibilité de créer 1 million d'emplois. Donc dans un pays où nous avons 7 millions de personnes qui sont privées d'emploi, c'est quand même un horizon beaucoup plus heureux à offrir que celui qu'on propose actuellement.
On s'achemine tranquillement vers la fin de l'émission, mais peut-être un mot de la fin à chacun, chacune. Sauf si Marianne, tu avais encore des questions en particulier. Question, oui, peut-être toujours à vous deux, en fait. Voilà. Non, déjà, un chiffre, le déficit commercial, il a augmenté encore de 8% l'année dernière sur le bois. Et puis, tu parlais, Mathilde, de l'éco-construction. Le bois, ça sert à tout un tas de choses en dehors de la construction. On parle beaucoup de la construction parce qu'effectivement, en termes d'économie d'émissions de carbone, c'est énorme. Mais il y a également tout l'artisanat de 2e, 3e, 12e transformation. Il y a la marqueterie de bois. Non, plus basiquement, je voudrais qu'on réfléchisse au fait qu'il est impossible dans ce pays d'acheter une cuillère en bois qui ne vienne pas de Chine. Nous autres Français gastronomes, c'est juste absolument ahurissant. Et je crois qu'on a aussi un travail qu'on a commencé à faire à la France Insoumise, mais qui est un travail énorme en fait, qui consiste à quantifier les économies, notamment, enfin en termes d'émissions de carbone également, qu'on pourrait réaliser en remplaçant tout un tas de produits, notamment issus du pétrole, en plastique. Par des produits, par des objets en bois ou en algues. Mais le bois peut jouer un très grand rôle là-dedans, et pas seulement en brûlant ou en transformant en granulés les parties de l'arbre qu'on ne peut pas transformer en planche ou en poutre. Voilà, donc je ne sais pas, pour ça que je te posais la question peut-être, de savoir quel est... en termes de volume ou en termes d'usage, ce qu'on pourrait transformer de ce côté-là. Je reviens sur les études, mes lointaines études. On parlait, quand j'étais en école forestière, des usages du bois. Et il y avait une règle d'usage du bois, c'est que, en fait, par rapport, quand on monte dans un arbre, au plus près de la souche, on a les usages les plus nobles. Alors, il faut entendre par les plus nobles ceux qui rapportent le plus d'argent. Donc, dans un chêne, au départ, on avait le bois de tranchage qui servait à faire du plaquage pour les meubles. Après, du bois d'ébénisterie, du bois de menuiserie. Parfois, à ce moment-là, on mettait les bois pour faire les tonneaux, qui maintenant prennent tout le tronc de l'arbre parce que c'est le marché porteur qui fait que tout le reste part à la déchetterie. Vu que quand vous faites des tonneaux, il y a plus de 3/4 du bois qui est gaspillé à ce moment-là, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est quand même quelque chose. Après, on faisait de la menuiserie extérieure, des traverses, puis on finissait par des palettes et du bois de feu. Actuellement, sur un chêne, on fait du mérin. Dans d'autres forêts, on fait du plot pour faire de la menuiserie. Et le reste, ça part quasiment tout en bois de feu. Et quand je dis le reste, c'est que le bois de feu commençait à 20 cm de diamètre il y a 60 ans. Maintenant, on trouve le bois de feu commence à 50-60 cm. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'usage, ça part en bois de feu. Ce qui est vraiment dramatique. Alors, les quantités, on les retrouve difficilement, parce que pour parler de quantité, il faudrait avoir une vue précise sur la forêt privée. C'est quand même 3/4 de la surface forestière, même si les productions de bois sont globalement à l'hectare moindres qu'en forêt publique, parce que la forêt publique est gérée dans ce but-là depuis plus longtemps, c'est la seule raison. On a quand même peu de visions. On a des visions sur l'export, mais c'est au coup par coup. On a peu de visions. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a de moins en moins d'utilisateurs faisant des choses différentes. C'est-à-dire que tu citais 1500 scieries, donc quand on dit scierie, c'est usine de transformation du bois, de première transformation en général. Eh bien, il y a de moins en moins de choses différentes qui sortent de ces entreprises. C'est ça le truc. Elles ont normalisé une production. La personne qui va fabriquer des tonneaux, donc des tonneaux, ça se fait avec des mérins, on fend du bois. Vous avez 1 mètre cube de bois, ça vous donne 1/4 de mètre cube au mieux. Des fois, c'est 1 pour 7. Donc, vous avez 6 mètres cubes de déchets pour 1 mètre cube de mérin. Et 1 mètre cube de mérin, ça doit représenter 10 tonneaux, je crois.
Donc, alors c'est sûr, ça, dans la balance économique, c'est positif, parce que ça se vend bien, les tonneaux à l'export, et ça rapporte de l'argent à la France. Pour ceux qui le font, c'est un marché porteur. Je n'ai rien contre ces entreprises-là. Elles ont trouvé un marché, elles l'utilisent. La question à se poser, c'est est-ce que quand des gens ont fait pousser des arbres en 180 ans, voir les 6/7 qui partent dans des chaufferies belges, pas des chaufferies françaises, parce qu'il y a des réductions d'impôts en Belgique pour l'utilisation des déchets de scierie, donc ça part souvent là-bas. Est-ce que c'est quelque chose qui semble normal? Moi, ça me semble anormal. Je ne dis pas qu'il ne faut plus faire de tonneaux. Mais déjà, qu'on fasse des tonneaux pour les vins français, et puis voilà, à la rigueur. Mais est-ce qu'il faut, à ce point-là, gaspiller du bois pour faire un produit aussi noble soit ce produit? Ça, c'est une question. Vous avez gaspillé 3 à 6 mètres cubes de bois pour faire 1 mètre cube de merrain. Mais moi, je trouve ça aberrant. Ça, c'est, pour moi, c'est une vision mauvaise des usages du bois. C'est parce qu'il n'y a plus d'autres usages dans le chêne. Il y en a toujours, mais plus d'autres usages qui rapportent autant dans le chêne que l'on fait des tonneaux. Plein de scieurs se sont convertis à faire des tonneaux parce que, en tant que scieurs, ils ne gagnaient plus leur vie. Ils ne gagnaient plus leur vie parce que les bois partent en Chine et reviennent transformés. Le scieur ne peut plus gagner sa vie comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des tonneaux. Eh bien, je trouve cela totalement aberrant. Aberrant de voir un gaspillage de bois et de voir aussi un gaspillage de connaissances. Parce que le scieur, c'est des siècles de tradition, d'enseignements qui se sont transmis pour arriver à savoir faire les choses d'une certaine manière et que l'on va perdre. Mais que l'on va perdre qu'en France. D'autres l'auront conservé. Mathilde, pour finir peut-être? Oui, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit qu'à partir de la forêt, en fait, on tire toute la question de notre organisation collective. Et en fait, l'exemple du tonneau, qui est un exemple parmi d'autres, mais montre bien que, en fait, il s'agit de choix démocratiques maintenant qu'on doit faire. Et ces choix démocratiques, on ne peut pas les laisser au lobby. C'est pas possible de dire que Total et les autres, AXA et les autres, vont décider pour nous de ce qui va advenir de la forêt, parce que vraiment, on va s'en mordre les doigts si on fait ça. Et donc, nous, on va continuer à pousser pour qu'il y ait un vrai débat à l'Assemblée nationale sur cette question-là, parce que rien que ça aiderait. À continuer à faire avec les associations, l'intersyndicale qui sont engagées sur cette question et qui font des actions très régulièrement, une campagne d'éducation populaire, parce que c'est aussi ce à quoi servait la commission d'enquête citoyenne, parce que finalement, tu l'avais dit tout au début, Clémence, mais il y a plein de gens qui ne sont pas au courant de ce qui est en train de se passer dans les forêts françaises. Et je crois que notre rôle, c'est aussi de lancer l'alerte politiquement, de dire que c'est un sujet politique extrêmement important, politique au sens pas partisan, mais politique au sens de l'organisation de notre vie commune, qui est extrêmement importante. Et je vais vous lire, parce que j'adore cette citation pour terminer, une citation de Ernst Dürcker qui, je crois, est assez belle pour montrer ce qui nous attend, qui dit « L'arbre géant de l'espace et du temps, enraciné dans le ciel et dans la terre, mémoire des siècles et source de vie, ami de toujours, attend que l'homme s'arrête, qu'il le regarde et qu'il lui dise « Continuons ensemble ». C'est très beau. Marianne, après ça, un mot de la fin aussi. Après ça, ça va être difficile. Après ça, je ne sais pas. Moi, je souhaite qu'on puisse continuer à mettre notre dos nu à l'écorce. Voilà. Marianne, qui, je le rappelle, s'occupe du groupe thématique forêt. Et donc, si jamais il y a des gens qui nous ont regardés, qui se sont pris de passion ou qui en avaient déjà une pour la forêt, vous pouvez venir travailler à ses côtés. Quant à moi, je vous dis à jeudi prochain où on va parler de conditions animales. On a rapidement parlé dans cette émission des fermes-usines notamment. Mais donc, ce sera le sujet de l'émission de jeudi prochain, le prochain jeudi du programme. Voilà, merci beaucoup de nous avoir regardés et écoutés ce soir.